Julie Genesti au micro. 1, 2, 1, 2. Exactement. Déjà un quiz en fait. Merry Christmas. Ouais, alors me demandez pas pourquoi j'ai mis la BO de Robocop pour ouvrir ces résultats du blind test numéro 10 d'In the Cut. C'est juste parce que Paul et Duris c'était bien écouté. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir du coup, parce qu'on enregistre ça le soir, il est 20h. On est très heureux de vous retrouver même à distance. On a reçu toutes vos réponses, c'était super cool et on va donc vous faire la petite correction du Blind Test Is The Cut numéro 10. Bonsoir Julie. Bonsoir Damien. Vous allez bien? Ouais, ça va. Bon alors je vais mettre la petite zik en fond là pour rigoler, mais on va quand même essayer de nous laisser un peu la place. Merci à tous pour vos retours, on a eu des mails extrêmement sympas, ça donne super envie, des fois on a l'impression de faire ça un peu dans le vide, et puis quand on reçoit des mails très très gentils, en particulier celui des Slashy Beauties qui m'a vraiment touché, du coup dès que je te les fais lire direct parce que c'était vraiment super gentil. Et puis merci à tous les autres aussi, hein, vos petits mots, vos bisous, vos merdes j'ai pas trouvé, ou ça c'était quoi déjà, c'était très sympa aussi. Donc quand je dis 8 équipes, en fait, on a 8 lots de réponses, quoi. Exactement. Certains, Puisqu'on a des gens seuls. Voilà, on a des gens qui l'ont joué solo, donc voilà, confinement oblige, j'imagine. D'autres, comme les Sachet de Booties encore, ils ont pris des photos, donc ils ont fait un Teams comme si on était au boulot, sauf que là, ils avaient l'air de s'amuser un peu plus, je pense. Voilà. Quelque chose à leur dire, peut-être? Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. Voilà. Bon, nous on est relax à nouveau comme la dernière fois là. Moi je suis en train de me boire un petit Bloody Mary. Ma femme elle a sorti la pizza du four. Voilà. Oui. Voilà, donc si vous entendez de la mastication et puis des petits bruits, c'est normal. On avait donc 3 thèmes. Le premier c'était donc le thème du sport. Ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'on donne les résultats entre chaque manche ou juste à la fin? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tu veux. On peut faire sans donner trop les résultats, mais qui c'est qui a mieux réussi dans la première manche, Ouais, alors... tout ça, comme ça fait un peu de suspense. Ouais, alors il y a eu, bon c'était relativement serré, mais il faut avouer que la victoire a eu une équipe un peu écrasante. Il y a une victoire qui est une équipe qui est un petit peu bardée quand même. On commence la correction? Ouais, c'est bon. Alors, chérie, tu peux... Non mais faut pas. J'ai un problème de fromage fondu. Voilà. Alors, sur le thème du sport, on avait donc 16 extraits avec 16 sports différents. On avait commencé facile avec une VF. C'était le dernier Samaritain de Tony Scott. La VF, elle a ses qualités parce qu'on reconnaît la voix de Bruce Willis. Mais par contre, ça a quand même la voix d'Amon Wayans. C'est quand même un peu post-colonialiste comme délire. Hein. Genre, mais apparemment, en 1990, on peut pas doubler un black sans faire comprendre qu'il vient peut-être un peu des îles, quoi. Voilà, c'était un peu douloureux, mais cette histoire de se rappeler un petit peu comment on faisait du doublage dans les années 90. Relativement bien trouvé, il me semble, Dernier Samaritain. Oui, tout à fait. Grand putain de film, hein, d'ailleurs. Peut-être un des meilleurs buddy movies de l'histoire. Je le mets pas si loin de L'Arme Fatale ou de films comme ça. Ouh là là. Oui, non, mais c'est vraiment très très bien. Et à savoir que ça a été écrit par Shane Black après L'Arme Fatale 2. L'Arme Fatale 2 où il s'est fait défoncer parce qu'on a pillé son scénar. On a dit non, mais Riggs il meurt pas, t'es con ou quoi? On va reprendre ton scénar, on va te donner l'argent. Par contre, tu nous laisses finir. Donc il était en méga déprime, en mode cocaïne. Le mec était refusé de toutes les soirées after party parce qu'il était trop drogué, voilà. Et du coup il a écrit ce scénar et c'est pour ça que le film marche encore bien parce qu'il est super sombre. Voilà, Dernier Samaritain, absolument génial.
Numéro 2, alors c'était un film de John Milius qui se passait donc dans le domaine dans le sport du surf. Hein. Un des plus grands réalisateurs de tous les temps. C'est pas vrai. Un des plus grands scénaristes. Non, tu me charries déjà. J'ai jamais dit que Milius était un grand réalisateur. J'ai le droit de te charrier à partir du 2e extrait, c'est bon. Voilà, ok, c'est parti. C'était donc Big Wednesday, ou alors en français, c'était quoi Graffiti Party. Ça s'appelle comme ça parce que c'était dans la lancée de American Graffiti, histoire de rappeler aux gens au fait, vous avez aimé ce film, allez voir celui-là, quoi. Sauf qu'il est 10 fois meilleur. Et vraiment, c'est une histoire d'une bande de surfeurs, de copains, qui, à un moment, se retrouvent face avec l'engagement dans la guerre du Vietnam et qui vont un peu tout faire pour ne pas y aller. C'est drôle, mais c'est très caustique, en fait, parce que finalement, à chaque fois qu'il y a une petite blague, derrière, il y a quand même des sujets qui sont assez durs. Et on voit quand même la détresse à chaque... Ouais, Milius qui a un rapport ambigu avec le Vietnam, hein, puisqu'il il voulait y aller, sauf que comme il était asthmatique, il a été refusé. Et en fait, ça a été une douleur pour lui parce qu'il voulait se battre pour son pays. Hein, il aimait bien les armes à feu, tout ça. Et du coup, il a fait ce film-là et finalement, pour un bourrin, il passe pour un bourrin, Milius, mais ce film est vachement subtil. C'est-à-dire que tout ce qu'ils essayent de manière très comique de mettre en place pour être réformés et pas aller au Vietnam, c'est à la fois drôle et touchant en même temps. Et la scène que je vous avais mis, évidemment, c'était pas la scène la plus drôle du film. Voilà, donc Graffiti Party, Big Wednesday, John Milius. En plus, les personnages sont super bien développés. On s'attache vraiment à tous, quoi, sans exception. Ouais, c'est vachement bien dosé, c'est vachement bien écrit, et beaucoup plus subtil que ce qu'on pense du personnage, quoi. Le troisième, c'était bien un film de Gus Van Sant, mais c'était pas Ken Park comme je l'ai eu, mais c'est vrai que beaucoup de fois hein, Ken Park. Ouais, mais ils se ressemblent tous aussi. Alors, t'es en train de dire que tous les films de Gus Van Sant Non, le truc c'est que Ken Park c'est un film de Larry Clark, mais c'est vrai que c'était un peu cette période où on parlait de jeunes dans la banlieue qui faisaient du skate avec des histoires familiales un peu difficiles. Mais après c'est très facile de distinguer les deux, hein, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'inceste, hein, c'est que c'est pas Larry Clark. Voilà, Paranoid Park, film plutôt bien, je trouve que j'avais pas revu depuis. Une période un peu avec Gus Van Sant où il se cherche un peu plus, j'ai l'impression, mais voilà. Paranoid Park, c'était pour mettre le skateboard. Et là, on arrive à l'extrait numéro 4. Magique. Un film incroyable et fabuleux. Mais oui, et des gens l'ont trouvé, c'est ça qui est oui, bon, quoi. Mais beaucoup l'ont trouvé finalement. Donc, comme tu vois, nous avons très très bon goût en matière de cinéma. Ou alors, on a tous mauvais goût et c'est très bien qu'on soit tous réunis. Aussi. Donc c'était Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode. Réalisateur, un Yes Man, une carrière incroyable puisqu'il a fait aussi Air America, que tout le monde a oublié, avec Mel Gibson et Robert Downey Jr. C'est vrai. Et il a fait surtout Demain ne meurt jamais, qui est quand même connu pour être un des plus mauvais James Bond de l'histoire. Et franchement, c'est un triplé gagnant. Ouais. Non, Randonnée pour un tueur, c'est super pour ceux qui l'ont pas vu. Non, il est vraiment bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Hein. J'y allais un peu à reculons, mais ouais, j'y allais à reculons. Je dis, non, quand même pas encore un film à la con. Oui, genre que tu regardes poliment parce que je te le demande. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai quand même vachement bien aimé. On rentre bien dedans. Les personnages principaux sont vraiment cool parce que du coup. Il y a ce rapport de force qui est quand même assez chouette. C'est un buddy movie en fait, hein. C'est pas mal équilibré. Avec pas mal de naïveté quand même. Où c'est un peu à l'ancienne. Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un tueur en série qui est poursuivi par Sidney Poitier, hein, le premier black de l'histoire du cinéma à se faire remarquer. Non, c'est vrai que lui, il a réussi à faire son... Ah, si vous écoutez bien, la zik de Predator derrière, mais rien à voir. Et donc en gros, il poursuit un serial killer qui décide de quitter les États-Unis pour rejoindre le Canada et se barrer en passant par la montagne. Parce que c'est plus simple évidemment. Voilà. C'est plus discret. Allons-y. Surtout. Et Sidney Poitier, flic de la ville, connaît rien à la montagne et du coup il embauche les services un peu contraints de Tom Béranger qui est on va dire le trappeur, comment on dit. Ouais, le trappeur. J'allais dire le trappiste, mais ça c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Tu vas parler la bouche pleine pendant tout le... Non. Quand j'aurai plus de pizza, je parlerai. Vous êtes comme à la maison, hein, du coup. Désolé, on a ouvert la bière. Moi, j'ai sorti la pizza. T'as fait ton petit Bloody Mary. Ouais, j'espère que tout le monde a quelque chose à boire pendant que vous écoutez les réponses. Sinon, ça ne veut rien dire. Quoi. Avec modération. Bref, et donc ils partent tous les deux en montagne. Évidemment, c'est un buddy movie entre les deux mecs que tout oppose, le black, le blanc, le mec de la ville, le mec de la montagne. Et puis ils vont poursuivre ce mec. Alors il y a un truc sympa dans le film qui est mal exploité malheureusement, mais qui fait quand même le bonheur du film pendant une demi-heure. C'est qu'en fait, le tueur se mêle à un groupe de randonneurs avec un guide, et on ne sait pas lequel est le tueur. Ce qui fait qu'en fait, il y a un petit jeu à la Agatha Christie, si on veut, pendant toute la première partie de la randonnée, qui, retombe un petit peu trop vite. C'est ça, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Mais ça donne quand même quelques bons moments, et pour ceux qui sont nés comme moi, début années 80, c'était un film qui était quand même assez cool, quoi. Voilà. Petite digression finie. Voilà, excusez-moi. Donc, mais non, on s'en fout. Non, on s'en fout.
Donc on arrive à l'extrait numéro 5. C'était Moneyball ou le stratège en français de Bennett Miller, donc le mec qui a réussi à nous intéresser aux statistiques des tournois de baseball. Ah ouais, c'est ce qui n'était pas gagné quand même. Quelle putain de performance, hein, je veux dire, quand même quoi. Salut, je vais faire un truc génial, alors on va pas voir les matchs, on va juste parler de stats, et on va réussir à rendre le film bien, avec mon avis, le seul film avec Jonah Hill qui vaut le coup. Hein. Voilà, ça c'est pour un peu taper sur J'ai Jonah cru Hill. que t'allais dire c'est le seul film avec Brad Pitt qui vaut le coup. Ah non, mais non, la question c'est quel film de Brad Pitt ne vaut pas le coup. Il y en a, mais pas beaucoup. Oh mon amour. Ah mais il est beau. Ah, putain. mais je C'est une sais, fois Hollywood, en il fait, est tellement beau là-dedans. Mais oui, t'as un problème avec Brad Pitt, je pense. J'ai pas un problème, j'ai tout sauf des problèmes. Ouais. Voilà. Qui a été pas mal trouvé aussi, celui-là, Ouais. Moneyball. Hein. Vraiment, bon, super film. Alors le 6e, je crois que c'était un peu plus difficile de le faire trouver. Ouais, mais il y en a qui l'ont trouvé quand même. Alors du coup, le film était en version originale, mais il y avait un petit extrait en VF, ce qui était assez rigolo. Qui fait, on va les enculer, puis que Jean-Claude Van Damme a fait un vieux. C'était Mort subite de Peter Hyams, dont on avait déjà causé, qui était aussi un peu une forme de Yes Man, qui a fait quand même des films assez cool. Un qui est oublié un petit peu, qui s'appelle Le Seul Témoin, que j'aime beaucoup. Sinon, bref, il y a plein d'autres trucs de Peter Hyams, comme La Nuit des Juges aussi. Voilà, Mort subite, en gros, c'est Die Hard va au hockey, hein, sur glace. Voilà. C'était ça le sport du film. Hein. C'est tellement incroyable ce film. Et... Ouais, c'est un peu. À noter quand même que le méchant, c'est Powers Booth, qui est mort il n'y a pas très très longtemps et qu'on aime beaucoup. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu les seconds couteaux, des mecs qui ont joué avec Walter Hill, tout ça, Powers Booth, c'est assez important. Et c'est lui qui joue le rôle du méchant, c'est celui qui s'en sort le mieux. Hein. C'était très chouette. Clairement. La fin est quand même bien lourdingue, mais enfin bon. Peut-être pas aussi lourdingue que l'acteur secondaire de l'extrait qui suit. Oh, arrête, j'en étais sûre que tu allais dire ça. Donc l'extrait numéro 7, c'était Le Grand Bleu de Luc Besson. Voilà, avec Jean Reno, un grand acteur subtil devant l'éternel. Ouais, mais alors, ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que... Alors les deux acteurs principaux, hein, donc on a Jean Reno et puis... Jean Reno. Jean Reno. C'est pas ça ? Si, c'est avec Jean-Marc Peugeot. Et Jean-Marc Barr. Alors moi je suis une grande fan de Jean-Marc Barr. On a tous été un peu amoureux de lui à l'époque. On était dans Le Grand Bleu, moi j'étais complètement amoureuse de lui. Et ensuite j'ai lu L'Homme Dauphin en fait. De Jacques Mayol donc. Voilà, et en fait c'est pas du tout le personnage, enfin ce côté très autiste de l'océan, je le retrouve chez beaucoup de personnes avec qui je discute et qui sont des gens qui passent leur vie dans la flotte. Ce rapport à l'eau et ce rapport avec les animaux, que ce soit mammifères, poissons ou autres, ouais, il est assez autiste, donc j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Par contre, il y a quand même un certain... Il se coupe vraiment des gens, il a quand même une famille, des gosses. Oui, parce que dans le film, il abandonne tout pour ça, quoi. Ouais, mais à la fin, c'est ça. Hein. À la fin, il finit seul sur sa maison dans une colline et il suicide. Enfin bon, c'est assez triste. Il s'est suicidé, Mayol ? Ouais. Donc Joyeux voilà, joyeux Noël. Mais quand on lit voilà L'Homme Dauphin, on voit la psychologie du personnage qui est pas trop mal quand même dans Le Grand Bleu, mais qui est bien évidemment romancé hein, sur ce grand poète de l'océan, on va dire ça comme ça, qui part comme ça, qui ne meurt pas, qui part dans l'océan avec les dauphins. On va reprendre toujours le débat, pas chérie. D'accord. Bref. Et pareil en fait, donc l'acteur Jean Reno, en fait, il fait un autre apnéiste. Quoi, c'est pas Jean Reno ? Reno. Ah oui, mais j'aime... Oh, ça va, ne me coupe pas. Bref, et en fait, il joue un apnéiste italien, et quand l'apnéiste, je sais plus le nom exactement l'apnéiste, mais quand il Enzo, ouais. Et quand il a vu ce film, il a dit, mais c'est quoi cet acteur le mec, il avait un peu machin, râlé, je suis pas du tout comme ça, ce côté italien, maman, voilà, c'est pas du tout moi. Ça, c'est Luc Besson, hein. Je suis désolé. Et c'est une grosse caricature, alors que l'apnéiste n'est pas du tout comme ça, et il faut savoir que quand on fait de l'apnée, honnêtement, on évite de bouffer des pâtes. Voilà, l'apnée, c'est un sport qui demande énormément d'énergie, ça c'est sûr. Mais c'est aussi un sport qui demande une concentration incroyable. Et quand tu bouffes 2 kilos de pâtes avant d'aller faire ta descente à 100 mètres, j'ai envie de te dire, tu la fais pas, quoi. Donc, tu parlais de digression avant, je crois. Hein. Désolée, moi j'étais obligée. L'apnée, tout ça. Donc voilà, c'est un film sur l'apnée. Moi, j'ai quand même un film qui est non, magnifique. Non, toujours plutôt bien. Il y a quand même quelque chose à l'époque, quoi. Ouais, alors si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de documentaires sur YouTube et autres sur différents apnéistes
Pour avoir un peu la psychologie des personnages, vous allez retrouver quand même ce qu'était Jacques Mayol, mais surtout c'est toujours assez impressionnant parce que les descentes qu'ils font, c'était vraiment ça à l'époque. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énorme de sécurité et quand un mec descend à 100 mètres, même s'il y a les plongeurs, ils peuvent pas remonter avec l'apnéiste aussi vite. Donc à l'époque il y a eu énormément d'accidents, donc les accidents d'apnée c'est à la remontée, c'est quand le mec il a plus d'air et qu'il remonte et qu'il se rend compte que ça a pu, et là en fait il y a eu beaucoup de morts à l'époque et il y en a encore toujours d'ailleurs. Petite digression finie. Et dans mon souvenir, quand ils font le concours, parmi les apnéistes, comme moment il y a toute une série un peu clipesque comme ça, on voit tous les gens plonger, il y a Luc Besson qui fait un apnéiste. Ah oui, c'est vrai. Il me semble, dans le film. Tout à fait. Voilà. Bon bref, Luc Besson, une époque où quand même Luc Besson c'était plutôt mieux, on peut le dire. À part Lucie, bien sûr, grand chef-d'œuvre devant l'éternel, pour lequel on le remercie. On le remercie vraiment d'avoir réfléchi pendant 20 ans pour nous sortir ce film. Extrait numéro 8, c'était... alors il a été trouvé, ça me fait très très plaisir. Et quand je disais qu'il est dans mon top 3 des films, c'est vrai que j'ai tendance à mettre 400 films dans mon top 3, mais celui-là il y est toujours. C'est The Hustler ou L'Arnaqueur de Robert Rossen. Alors quand je dis Robert Rossen, c'est bien Rossen, c'est pas Robert Rossen de Sissi Impératrice. Un film sur le sport, qui n'en est pas vraiment un, mais c'était le billard. C'est un film qui est un peu présenté comme un polar, c'est-à-dire qu'on a le mec qui veut gagner mais qui est un petit peu loser dans l'âme, le champion de billard qui pourrait très bien être un parrain de la mafia, il y a une intrigue un peu amoureuse, il y a le mec qui voit que le loser on pourrait peut-être l'utiliser pour se faire du fric. Le film est hallucinant, il y a la magnifique Piper Laurie dedans et puis Jackie Gleason qui joue le rôle du méchant, on va dire, enfin de l'adversaire, et surtout le vrai méchant c'est George Scott, vous avez vu dans Docteur Folamour qui est absolument dégueulasse, et le film il est merveilleux, c'est vraiment, j'ai mis l'extrait où il dit, où il se fait traiter de loser et on sent qu'il le prend très très mal, et en fait c'est toute sa motivation durant le film, c'est ça quoi, c'est dire mais arrêtez de penser que je suis un loser, il essaie de se prouver à lui-même sans arrêt qu'il vaut mieux que ce qu'il est, alors que ce qu'il est c'était déjà très bien quoi, enfin bref, une belle métaphore de ce que c'est que la compétition un petit peu débile quoi. Donc voilà, L'Arnaqueur, Robert Hossein, film de 61 absolument génial. Et le prochain pour lequel je n'ai pas tari d'éloge, clairement, ouais, c'était alors, Le Mans 66 en France, c'est ça, ouais. mais en original c'est Ford versus Ferrari. Alors il me semble qu'ils n'ont pas pu le sortir comme ça parce qu'ils avaient un problème avec le fait de mettre des marques, ouais. Voilà, de James Mangold. Alors, juste que moi je n'ai pas vu parce que c'était génial. Voilà, du vrai cinéma à l'ancienne presque, c'est presque un chant du cygne quoi pour moi. J'ai un petit problème quand on a ce genre de film à thème sur les sports, quand on me dit pendant 2 heures tu verras un film avec des mecs qui font des courses poursuites autour d'un tour, machin tout, ça me donne vraiment pas envie. Il y avait eu Michel Vaillant aussi, ce genre de truc. J'ai dit mais tu vois ce que je veux dire. Et j'étais restée sur ce genre de film. Je dis je vais pas me remater encore des mecs qui font des courses poursuites là en bagnole, machin. Sauf que le film, en fait, tu t'en fous qu'ils fassent des bagnoles. Ils pourraient faire. Non, mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit mais tu devrais broderie, voir tout ça. Mais oui, d'accord. Je le verrai peut-être un jour. Non, mais c'est vraiment génial et c'est un duo d'acteurs. Il y a Matt Damon qui on le vanne à chaque fois, mais bon bref là-dedans il est très très bon et il y a. On rentrera pas dans les détails, il y a plein de subtilités dans le film. Il y a un truc qui manque un peu de subtilité, c'est-à-dire le personnage un peu du méchant, de l'adversaire, qui est vraiment caricatural au possible. Mais par contre, putain, les scènes de course, moi j'en ai rien à péter des bagnoles, quoi. Tout ce que je veux, c'est qu'elle démarre quand je tourne la clé, moi, tu vois, c'est tout ce qui m'intéresse. Toi, t'es un peu Fast and Furious. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est l'anti-Fast and Furious. Et il y a un rythme de ouf, Christian Bale est génial. James Mangold, de toute façon, je pense que lui, il faudra quand même lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Le 10 a été trouvé aussi avec ça m'a fait très plaisir aussi. Et par beaucoup. Hein. Ouais, ça c'est cool. Mais en fait, moi je le connaissais pas ce film. J'ai acheté le DVD pour préparer le blind test. C'était Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers. Je disais dans l'extrait un peu durement que la fin est à chier, mais c'est vrai que tout le film est tellement bien, il y a tellement crescendo, tellement bien fait que c'est vrai que la fin ça fait un peu prout quoi. Mais génial, Patrick Devers qui est le va dire le. Je trouve super sexy ce mec en plus. Ah bah Patrick Devers oui, Patrick Devers bien sûr. Et puis le mec qui est un petit peu le banni du village, l'idiot duquel on se moque et qu'on utilise au dernier moment pour certaines raisons comme il y avait dans l'extrait. C'est sur le milieu du foot, mais après ça pourrait être sur n'importe quoi d'autre. Enfin, c'est super, coup de tête, absolument génial. Le prochain, c'était le numéro 11, c'était Le Doyen, du coup, 1932. C'était The Most Dangerous Game, Les Chasses du Comte Zaroff, de Schoedsack et Pichel, qui a été trouvé aussi. Ouais. Et ça, c'est cool. Et plusieurs fois. Hein. Alors, je disais dans le truc, c'est pas vraiment un sport, parce que là, il parle de chasse comme un sport. On est tous d'accord que la chasse, c'est pas un sport. Hein.
Bref, mais voilà, dans le film, c'est quand même vachement bien. Je l'ai revu pour l'occasion, c'était mortel. Et Shudsack fait ça en 32 et en 33, il réalisera King Kong avec la même actrice principale, Fay Wray, qu'il a dans les deux films. Et je tiens l'info de notre amie Mélanie, qui avait lu qu'en fait, et c'est un truc qui se faisait à l'époque, c'est que pendant qu'il tournait Les Chasses du Comte Zaroff, ou alors pendant qu'il tournait King Kong, enfin, je sais pas, les deux tournages sont faits un peu l'un sur l'autre. Et en fait, il y a le film un peu de série B qui utilisait les décors de tournage de King Kong. Et c'est vrai qu'il y a toute la jungle qu'on voit un petit peu pendant la chasse, la traque finale du film là. Apparemment, enfin, c'est un truc qui était fait souvent à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait le gros film qui avait des gros studios un peu gothiques, machin. Puis les mecs qui venaient tourner à la nuit dans les mêmes décors pour essayer de faire leur série B à eux sans avoir à payer le décor avant qu'il soit balancé, quoi. C'est même réalisateur, même actrice principale, et c'est vraiment un excellent film. Il dure 1h quelque chose, 1h05, 1h10. Il est dispo sur YouTube. Voilà. Donc je vous conseille fortement de le regarder, c'est superbe. Ouais. Bah oui, le prochain c'était pour toi. Mais oui, alors forcément ceux qui me connaissent, voilà, c'était un peu simple et puis avec les bruits en plus derrière c'était facile. Donc l'extrait numéro 12 c'était Bliss de Drew Barrymore. Voilà. Donc voilà, film sur le roller derby. Putain, je vais y arriver ce soir. Bonsoir. C'est le fromage fondu ça. Voilà, et oui, et en fait, donc j'avais fait toute une petite intro là-dessus, vous expliquant pourquoi, mais c'est vrai que ce film a permis en fait en Europe de faire connaître le roller derby qui était pas très connu à l'époque, et puis comme vous voyez, où c'était un petit peu tout le monde, voilà, c'était pas, il y avait pas de. Moi, je me souviens très bien que quand je passais devant les salles de ciné, que je voyais un film de Drew Barrymore avec des filles qui faisaient du patin à roulette, je me suis dit mais c'est quoi cette blague ? Ouais, mais bien sûr. Et en fait, le film est bien. Mais le film est bien, et puis en plus après, plusieurs choses se sont créées, les ligues, etc. Et puis c'est venu en France et dans les autres pays d'Europe. Maintenant, c'est un sport qui est très très bien représenté, qui a une fédération à lui tout seul. Et il y a énormément d'équipes maintenant en France. On peut aller voir des matchs de roller derby aussi en Lorraine. Ouais. Donc voilà, mais moi j'ai adoré ce film en fait parce que ça représente vraiment bien l'esprit du roller derby. Ce côté, nous aussi on peut se bastonner la gueule et puis aimer ça. Mais ça rentre pas dans le côté trop cliché non plus de forcément si tu fais du roller derby t'es lesbienne et puis non parce que en fait, et franchement pas du tout quoi. Le côté soit lesbien soit féministe, enfin il est quand même relativement bien dosé, c'est pas encore trop vénère, c'est-à-dire que c'est dit juste voilà le genre de personnes que ça réunit. Et puis c'est assez bienveillant, c'est un film gentil, c'est un film poli, mais quand même la date c'était quoi, 2009. C'était une bref, voilà, c'était beaucoup plus soft comme approche, et puis du coup, ça marche beaucoup mieux. Mais c'était la première approche surtout. Et puis après, c'est surtout, c'est comme tout, ça dépend des vecteurs, ça dépend des personnes. Après, tout devient personnel à partir du moment où il y a des choses qui commencent à monter en grade. On l'a vu. Je vais parler du rugby, mais on l'a vu avec le rugby. À partir du moment où ça a commencé à engranger du fric, forcément, c'est un peu plus malsain. Dans le roller derby, c'est la même chose. À partir du moment où il y a des grosses ligues et ça commence à rapporter un peu d'argent, on voit tout de suite que ça commence à devenir un peu plus sectaire, qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément cool, etc. Le rugby, ce sport amateur qui maintenant a des stars qui font des pubs pour Cofidis. Ouais, c'est comme génial, le sport amateur qui se suicide. Ouais, d'accord, mais bon, ça à la limite, c'est encore autre chose. Mais on le voit dans le sport, quoi. Il y a une espèce de gangrénisation en fait de l'argent. C'est le discours qu'on a souvent et puis la discussion qu'on a souvent. Est-ce qu'on arrive à rester nous-mêmes à partir du moment où on vit notre passion et que ça devient vraiment quelque chose de lucratif? La réponse, elle est dans les 3/4%. Je pense non, c'est très très dur de prendre suffisamment de recul et d'être assez bien entouré pour pas péter un plomb. Donc voilà. Moi, quand je vois des connards comme Michala qui font des pubs pour Cofidis, ça me donne la gerbe. Oui, je sais. Pendant des années, le rugby, c'était le truc amateur contre le foot qui était un truc pourri. Et en fait, dès qu'ils ont eu l'opportunité de professionnaliser, c'est devenu des connards qui invitent les foyers à s'endetter à des taux de 15-20% tranquille. C'est toujours la même chose. Quoi. Bien se foutre. On parle beaucoup du sport masculin là-dedans. Le sport féminin, le roller derby, c'est un des premiers sports féminins qui a vraiment été mis en avant. On parle du foot féminin, on en a parlé un petit peu parce que l'équipe de France féminine avait fait quand même pas mal de beaux matchs. Mais on parle pas trop du rugby féminin où les nanas sont pas payées, voire même pas des fois défrayées. Il y a quand même beaucoup de sports qui sont pas encore égalitaires et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. De comment les mecs voient l'arrivée de femmes dans leur sport. Ça aussi, c'est comme les femmes dans la musique, c'est la même chose. Oui. Voilà, c'est tu un sais de quoi espèce tu parles. oui, bienvenue. Mais voilà, un super encore film si vous l'avez pas vu. Mais voilà. Ouais, franchement, moi, on va être honnête. On raconte notre vie encore une fois. J'ai regardé Herculon et en fait, c'était vachement bien. Il y a des clichés qui me saoulent dans le film et comme plein d'autres films, finalement, il est pas.
il est pas plus à blâmer que d'autres, et en fait le film est relativement plaisant. C'est plutôt bien joué. On arrive à l'extrait numéro 13. On avance. Le 13, il a été pas mal trouvé, même par des gens. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait pas vu, mais qu'il a compris ce que c'était. Ouais, Space Jam. Space Jam de Joe Pytka. Je sais plus qui c'est ce mec. Par contre, il a été retrouvé, hein, Joe Pytka. Il est quasiment. Ouais. Ah oui, parce qu'on part du principe que vous avez pas triché, vous avez pas tapé le truc. Juste un truc, parce que pendant qu'on a enregistré, on se marrait pendant. En fait, la vérité, c'est que pendant l'extrait, pendant que Bugs Bunny parle, il y a la cage à lapin qui est pas loin de nous, et en fait, le lapin qui commence à taper comme il s'appelle Pampan dans Bambi, quoi. C'est un peu ça. Et bref, du coup, le lapin qui fait du bruit en même temps que le lapin du dessin animé, c'était drôle. On a revu Space Jam. Bon. Voilà, c'est bien. On l'a revu. Le 14, qui a été un peu confondu avec The Wrestler de Aronofsky. Beaucoup de fois, une fois sur deux. Alors pour être honnête, The Wrestler, je voulais le mettre et je l'ai oublié. Et t'as oublié. Et j'ai complètement zappé. En plus, tu me l'as dit et je sais même pas pourquoi tu l'as pas mis parce qu'il était compté dans tes extraits. Je voulais le mettre, Marisa Tomei. Ben, je sais que tu m'écoutes, Marisa Tomei, quoi. Et en plus, j'ai pris un extrait où elle était dedans et puis je l'ai oublié comme un âne. Donc c'était The Fighter de David O. Russell, qu'on remercie quand même pour Happiness Therapy, American Bluff. On va dire que dans la dernière décennie, il n'y a pas 40 réalisateurs qui ont un peu proposé des choses bien. Je pense que lui, il en fait partie. Avec Mark Wahlberg et encore Christian Bale qui squatte un peu le thème du sport. Voilà. Ah oui, alors c'était quoi l'avant-dernier. Alors l'avant-dernier, c'est un film de James Bond, en effet. C'était bien James Bond puisqu'il y avait Money Penny, puis il y avait toutes les blagues de merde qui sont assez à chier. C'était donc un Roger Moore, si vous avez reconnu le doublage. C'était Dangereusement Vote, le dernier de Roger Moore d'ailleurs, réalisé de John Glenn, qui a réalisé 5 James Bond, y compris dans la période Sean Connery, quoi. C'est-à-dire un Yes Man aussi, mais bon, moi je l'aime beaucoup. Et Dangereusement Vote, c'est marrant parce que c'était un des premiers que j'ai vu, qui, originalité, commence par une poursuite à ski. Mais moi, déjà le thème du film est génial. Cette poursuite est géniale. Ouais, en plus, c'est là que tu vois James Bond commence à se péter la gueule. C'est-à-dire qu'il y a le thème de James Bond super cool, un peu dark même par moment. Il y a une espèce de version alternative. Et d'un seul coup, ils te mettent les Bee Gees ou les Beach Boys ou un des deux, en tout cas de la surf musique. Et puis d'un coup, ça repasse au sérieux. On sent que là, ça commence un petit peu à dégénérer, que ça devient cartoonesque. Roger Moore était déjà trop vieux pour le film. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Roger Moore aussi. Mais c'est marrant, Roger Moore, parce qu'au départ, il devait être bien plus tôt dans la saga James Bond. On lui a dit non, t'es trop jeune. Puis du coup, après, ça a squatté. Puis on lui a dit, là, t'es presque trop vieux, quoi. Ouais. Et en fait, ça se voit dès le premier qu'il fait. C'est ça. Bon, il est déjà un peu âgé. Franchement, il fait le papa classe, un petit peu sexy. Franchement, c'est pas dégueulasse. Non, il est bien. Bref, dangereusement votre. Il a été trouvé. Le 16, on avait fait une digression aussi, il me semble. Parce que c'était un extrait que musical quasiment. Ouais, donc c'était Rollerball. De Norman Jewison, qu'on adore, pour ceux qui aiment les années 70, qui ont vu La Thomas Crown. Film assez violent. Putain de grand film, quoi. Mais quel putain de film, quoi. Quand c'était sorti en France, ça avait choqué beaucoup. Moi, comme je le disais, ma mère avait été choquée à son époque quand il était sorti. Ils y étaient allés tous le voir et c'était assez dur comme film pour l'époque. C'est assez dur et il y a une espèce de SF, mais en même temps contemporaine, quoi. C'est-à-dire l'endroit dans lequel vivent les riches, en fait, c'est ça qui est un petit peu SF. Mais sinon, c'est très ancré dans la réalité. Et puis surtout, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a été on parlait de rugbyman avant. C'est un peu l'histoire de James Caan dans le film. C'est-à-dire, maintenant, je suis devenu une icône, on veut m'utiliser. Apparemment, je suis devenu trop important, on veut me remplacer. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, ça, c'est la scène du film que vous avez tous vu, quoi. Voilà. Alors, un petit point sur la première manche. Donc, résultat de la première manche. Donc, on va pas vous donner à chaque fois les comptes, les etc. Comme on fait en soirée. Voilà. On peut faire un petit tour de piste de toutes les équipes en présence. Oui, on peut faire un petit tour de piste maintenant, si tu veux, pas de souci. Donc, on va commencer par l'équipe que j'avais comptée en premier, les messieurs Verdoux. Donc, avec Colin, Guillaume, Gaël et Kylian. Donc, les bonhommes en majeure partie de Box au Film. Qui s'appelle Monsieur Verdoux pour une bonne raison. On en discutera après parce qu'en fait ils espéraient qu'il y avait Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin dans la catégorie procès. Et ben non. Donc ils ont fait ça pour y rappeler qu'il y avait ce film-là. Effectivement, j'aurais pu. Nous avions un duo Isabelle et Clem qui sont toujours fidèles. On les remercie. Nous avons ensuite des hommes solitaires. Nous avions Jean-Christophe Rolls, j'ai envie de dire, qui fait partie normalement de l'équipe des 5 mercenaires. Mais là, ils ont décidé de splitter temporairement, j'espère que c'est pas un truc triste. Un truc triste, dommage, tout ça. Exactement. Nous avions Geoffroy.
Geoffroy, qu'on embrasse très fort. Voilà. Nous avions Sylvain, dit Sylvester Alone. Aussi issu des 5 mercenaires. J'espère qu'entre toi et Jean-Christophe, tout va bien. Nous avions un autre Clément. Clément Améry, qui est un tout nouveau en fait dans notre tout petit réseau et que je remercie parce qu'on échangeait très très souvent sur le cinéma, lui et moi. Et Clément, j'espère que tu m'en voudras pas, mais à ma connaissance, tu m'as envoyé tes résultats que pour la première et la deuxième manche et pas la troisième. Donc on a pris en compte tes réponses, qui sont la grosse majorité excellentes. C'est dommage. Par contre, je sais pas pour la troisième manche. Si je suis passé à côté de ton mail, je suis désolé, mais il me semble que je ne l'ai pas. Voilà, en tout cas, bienvenue dans le club. Ensuite, les équipes connues, les Nice Gremlins, donc Ben, Franck, Camille. Qui au départ étaient deux équipes opposées qui ont réussi à faire alliance. On a ensuite les Slashing Beauties. Alors Slashing Beauties, oui, qui tardive dans les éditions du Blind Test, mais qui sont venus avec force couilles et force neurones. À mort. Et donc ensuite les Autobahn. Les Autobahn, équipe de la première heure. Voilà, du premier au 10. Qu'on remercie aussi. Toujours. Voilà, donc ça fait 9, j'ai dit 8, mais en fait ça fait 9. Ça fait 9. Voilà, on vous dira pas qui a eu quoi, vous devriez savoir à peu près quoi. Normalement, alors vous pouvez toujours en commentaire, si vous voulez vos notes, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des mails, on peut vous envoyer vos notes, tout est possible puisque je les ai fait et comptabilisés. Donc on peut vous les envoyer 2 fois. Donc voilà. Donc juste pour cette première manche, c'est plutôt pas mal quand même parce que quand je regarde, vous avez tous la moyenne en fait sur cette manche. Non mais presque. C'est vrai que moi je pensais que la première manche n'était pas forcément évidente et en fait je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc nous avons quelques équipes en tête. Alors j'en cite au hasard. Mais non. On a dit qu'on ne citait pas. Si tu veux. Non, si, pas les résultats, les équipes sont, tu vois. Je laisse faire. Donc on a les Slashing Beauties qui sont pas trop mal. Nous avons Jean-Christophe tout seul qui est pas mal. Geoffroy tout seul qui est pas mal. Les Autobahn aussi, voilà, pour ne citer que. Et puis Sylvain tout seul, je l'ai dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, les tout seuls sont plutôt finalement pas mal. Je parlais de Clément tout à l'heure qui en solo a fait quand même. Exactement. Ce qui est marrant, Clément, c'est qu'à chaque fois que tu as un film, tu as le réel à chaque fois. Quoi. Vraiment, mais... Alors ça, on vous le dit à chaque fois, mettez-les. Parce que malheureusement, encore une fois... S'il y a égalité, ça se partage là-dessus. Ça se départage là. Quoi. Alors je tiens quand même à souligner l'extrême honnêteté de Clément Améry qui me dit qu'il a trouvé Shoot to Kill. Ah oui, randonnée pour un tueur, c'est aussi Shoot to Kill. Et il m'a mis entre parenthèses, j'ai reconnu le doublage, pas vu le film, donc c'est triché. Voilà, c'est beau. C'est beau, moi je trouve ça 10 points. 10 points pour toi, Clément. Voilà. Allez, passons au thème numéro 2 à la barre et pas au bar. Et voilà, et celui qui vous avait été annoncé, du coup, celui un peu vicelard, on vous a donné la première et la dernière année, on vous a laissé vous démerder dans le warp temporel entre les deux. Et donc on savait que ce serait une catastrophe quand même, mais finalement... Tu es bien dur. Finalement, en fait, il y a tout. J'ai envie de te dire, il y a du bon comme du très mauvais, donc finalement, une bonne, on va dire moyenne, quoi, moyenne. C'est parti ? Ouais, c'est parti. Alors, l'extrait numéro 1 était pas trop mal trouvé. C'était Mr. Smith Goes to Washington, ou alors en français, c'est Monsieur Smith au Sénat, de Frank Capra. Grand fucking classique, et puis pour ceux qui connaissent pas, si vous avez entendu l'extrait James Stewart qui parle avec une voix un peu rauque, il n'arrive plus à parler, c'est parce qu'en fait il vient faire une plaidoirie non-stop de plusieurs heures où en fait il doit tenir un certain temps. Si jamais il s'arrête de parler, on lui coupe la parole et il perd son moment de plaidoirie. Donc en fait il est obligé de parler en espérant qu'il aura suffisamment de souffle et d'énergie pour réussir à les convaincre avant qu'il soit complètement un faune, quoi. Super putain de film, un poil naïf, mais en fait la naïveté chez Capra, c'est toujours empreint de beaucoup de cynisme, donc c'est très intéressant. Le deuxième, est-ce qu'il a été trouvé ? Oui. Oh, par qui ? Alors on va les citer quand même. C'est toi qui as les feuilles. Ah bon, c'est moi qui ai les feuilles ? Ouais. Ah bah du coup, attends. Comment ça, c'est moi qui ai les feuilles ? C'est sous la pizza. Pardon, c'est moi qui les ai. Non mais alors ne rigolez pas, je lui avais donné et il me les a remis sous la pizza, donc ce n'est pas de ma faute. Voilà. Je dirais que la pizza a été mise sur les feuilles que je t'avais redonnées. Alors. Bon bref, en attendant que tu retrouves, c'était Le Rebelle de King Vidor. Alors, Le Rebelle, c'est pas un film très connu pour ceux qui flirtent un petit peu avec Jean-Baptiste Auré en général. À un moment, le film surgit.
Donc film que j'avais acheté aussi, qui est très très spécial, qui raconte en fait, c'est l'extrait sur l'architecte qui se retrouve dans un procès parce qu'en fait il a détruit quelque chose, enfin je vous laisse retrouver tout ça. Film étrange, à la fois ultra bien fait et d'une grossièreté assez ouf pour l'époque, on parle quand même d'un film de... j'ai même plus l'année, c'était quoi 1949. On va dire les années d'ailleurs pour tous les films. Et le film est adapté de The Fountainhead, un bouquin de Ayn Rand, qui a l'air un petit peu de promouvoir la virilité, le côté un peu capitaliste. J'ai pas lu le livre, mais je sais qu'il fait souvent débat. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir le film, parce que en gros, est-ce qu'on peut être prêt à tout sous prétexte qu'on est un génie? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour extrêmement bizarre, un peu c'est du SM à l'époque, c'est pas dit, mais c'est clairement ça. Truc extrêmement grossier dans le film. Très bien avec le fond musical derrière. Oui, on vous le met un petit peu. Oui, parce que c'est la BO de Cruising de Pacino. Il faudrait qu'on cause de nos petites vidéos en conclusion tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être des choses à... Voilà, bref. Donc c'était Le Rebelle qui l'a trouvé. Sylvain. Sylvain, bravo Sylvain. Putain, ça c'était et il a mis en plus le livre. Il a mis le livre, The Fountainhead. Ouais, et puis voilà, bon, ça c'est Gary Cooper, Seul contre tous. Voilà. Je serais intéressé de discuter avec des gens qui ont vu le film et qui pensent comme moi qu'il y a quelque chose d'un petit peu nauséabond là-dedans. Voilà. Numéro 3, Les Sentiers de la Gloire, trouvé quasiment par alors tout on le l'avait monde. mis en VF, celui-là, un film de 1957 de Stanley Kubrick. De Kubrick, film absolument dingue. Kirk Douglas, tout ça. En gros, est-ce qu'on est un lâche, un faible? Est-ce qu'on mérite d'être pendu ou je sais plus quoi, fusillé pour comment on dit quand pour être déserteur, voilà. Voilà, et il y a une scène à la fin du film où en fait ils arrivent dans une espèce de bar comme ça, où il y a une Allemande qui chante, et d'un seul coup une espèce d'union qui se fait au-delà des conflits. Enfin, bref, bon. Kubrick, c'est pour toi Franck. Kubrick, c'est génial. Le 4e, c'était Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. Trouvé aussi largement. Encore James Stewart, qui était déjà présent dans le premier extrait. Putain de grand film qui pousse vraiment la réflexion très loin sur qu'est-ce qui est coupable, pas coupable, qu'est-ce que c'est qu'une société, est-ce que c'est la vengeance, est-ce que c'est la séduction, est-ce que c'est du viol et tout. Alors évidemment, on n'est pas dans l'époque #MeToo, tout ça, mais non, mais le film est en fait plus subtil qu'il y paraît pour son époque. Donc voilà, et surtout savoir que la BO du film a été faite par Duke Ellington. Non, je te passe pas la pizza. D'accord, ok. Merci. Duke Ellington qui fait même une apparition dans le film et qui se permet même un duo au piano avec James Stewart dans une scène absolument culte. C'est ultra bien fait, c'est un petit bijou que moi je n'avais pas vu avant de faire le blind test non plus. Extrait numéro 5. La vérité. La vérité, c'est la vérité, c'est le titre. Henri-Georges Clouzot. Ouais, excuse-moi, je viens de penser. Oui, à la vérité, non, mais alors là, je te jure, mais on va couper ça au montage, c'est pas possible. Non, je vais vomir dans ma bouche et puis ça ira mieux. Donc film incroyable en fait. Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot. Geoffroy avait reconnu bien la voix de Charles Vanel. Putain de grand film. Encore une fois, du coup, sur la séduction dans une société, ce que c'est qu'être une femme. Est-ce que plaire, ça fait forcément de soi une criminelle ou une prostituée? Évidemment que la réponse est non. De quelle façon aussi le fait d'être une belle femme et d'être désirée, en fait, peut jouer contre vous finalement. C'est un truc assez osé pour l'époque. Je veux dire, le film date de 1960. On en avait beaucoup discuté après. Ouais, bien sûr. Et Clouzot a déjà abordé des thèmes qui nous semblent évidents maintenant, mais à l'époque, putain, le mec, il allait dans le dur. C'est-à-dire, est-ce que si je mets une belle femme au tribunal, est-ce qu'elle est coupable? À l'époque, on pensait que oui, quoi. Et le film passe son temps à expliquer, non, vous êtes des connards, non. Elle a été utilisée et jetée. Oui, et puis, voilà, c'est ça aussi, parce que finalement, l'amour véritable, la seule qui veut un amour véritable au-delà des apparences et au-delà de tout, pour la peine dans le film, c'est Brigitte Bardot. Et en fait, on se rend compte que c'est ça qui a joué contre elle, le fait qu'elle l'aime à fond, quoi. Elle est trop belle pour une époque qui est beaucoup trop vilaine, quoi. Non, c'était pas mal, ça. Très joli. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de boire ma bière et en même temps, je me disais, putain, quel poète. C'est le Bloody Mary qui m'inspire. Mais je pense que c'est le Tabasco. Alors, extrait numéro 6. Kramer vs Kramer. Kramer contre Kramer, donc, de Robert Benton. Film qui parle d'un divorce
pour l'anecdote personnelle, c'est un film que moi j'ai vu dans un parc de New York, en cinéma en plein air. Ah oui, tu m'avais dit en plus, tu me l'avais Il y a raconté. au moins 10 ans. Sans moi. Ben, qui fait partie des participants donc des Nice Gremlins, m'expliquait qu'en fait, à l'époque, vous pourrez écouter notre podcast qu'on a fait avec Vanishing Point où il aborde ça, où il explique en fait le côté acteur studio où les personnages, enfin les acteurs sont obligés de s'investir à fond dans les personnages. En fait, apparemment, entre Dustin Hoffman et Meryl Streep, donc qui jouent les deux Kramer, ils sont tellement investis qu'après ils pouvaient plus se parler. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'était comme si on s'est séparés, je veux plus te parler, quoi. Et c'était vraiment à l'époque des années 70 où... c'est beau l'acting school. Attention quand même, à l'époque, ça allait chercher loin. Hein. C'est genre, si tu dois parler que t'as perdu quelqu'un, tu vas à fond. Hein. Tu réfléchis à qui t'as perdu, puis tu lâches tout ce que t'as. Hein. Pour l'anecdote, c'est quand même le film qui a raflé l'Oscar du meilleur film à Apocalypse Now. Aïe, ouais, parce que c'est vrai que dans la postérité, entre les deux, il y a quand même un des deux qui reste davantage, mais c'est quand même pas mal, Kramer contre Kramer. Après, bon, il y a ce gamin au milieu qui se transbahute. L'extrait que j'avais mis est quand même assez cool, où on montre... j'ai pas mis la voix de Dustin Hoffman, j'aurais dû, mais l'extrait aurait été trop long, où en fait, lui-même est gêné de comment son avocat harcèle sa femme pour qu'elle ait tort, quoi. Et là, il comprend qu'il y a un truc qui va pas dans leur divorce. Voilà, 79, le divorce, c'est pas non plus le sujet à la mode. Oui, voilà, ouais, c'est sûr. Voilà, à revoir dans les bonnes soirées familiales. Le numéro 7, c'était Le Verdict de Sidney Lumet, le plus grand réalisateur de tous les temps. Pour la peine, oui. Que j'ai mis en VF, comme je le disais, parce que il y avait un doubleur que j'adore. Le Verdict, c'est début des années 80 pour Sidney Lumet, donc c'est-à-dire c'est compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'il fait encore des films très très bons, mais qui n'intéressent plus personne. On a tendance à croire que certains réalisateurs se cassent la gueule dans les années 80, après les années 70, c'est vrai, mais certains parce qu'ils font des mauvais films, et d'autres parce que c'est le contexte. Parce que c'est le contexte. Et Le Verdict avec Paul Newman, qui est un avocat quinquagénaire porté sur la boisson, qui découvre l'affaire qui va un peu changer son destin. Ça a l'air niais comme ça, mais le film est beaucoup plus subtil parce que c'est Sidney Lumet, c'est génial. Extrait numéro 8, donc c'était Les Accusés. Jonathan Kaplan. Alors, je sais même plus ce qu'il a fait, Jonathan Kaplan. J'ai pas travaillé, je sais plus. Alors Les Accusés avec Jodie Foster et Kelly McGillis, donc l'histoire en fait d'une fille qui s'est fait violer par plusieurs mecs dans un bar quand elle était un peu bourrée après une soirée un peu excessive. Et en fait, son affaire est vite enterrée, comme quoi, ok, c'est bon, elle avait un peu allumé tous les mecs. On revient un peu sur la discussion qu'on avait sur Bardot et la vérité. Ah, mais là, c'est encore pire, en fait. C'est sûr. On n'a pas le droit d'être une femme bourrée en jupe dans un bar après une certaine heure, parce que forcément, on est une fille facile. C'est quelque part, tu l'as un petit peu cherché, quoi. Et que forcément, oui, voilà. Parce que t'en voulais un, tu les voulais tous, quoi. Donc c'est un peu... Le film est 88, qui est assez couillu. Et en fait, le film clôt assez vite l'idée que, en fait, elle est... En gros, le mec qui l'a violée n'a rien fait. Par contre, à un moment, le film prend un autre... Puis c'est une avocate aussi. C'est à double... C'est à double tranchant, parce qu'on penserait au début que l'avocate, qui est une femme... serait là pour elle. Et puis, en fait, elle essaie de clore l'affaire très vite. Voilà, exactement. Avant de reprendre et de se rendre compte finalement que, non. Ce qui est intelligent dans le film, c'est que du coup, elle dit « Ok, je suis désolée, je pourrais pas dire que tu as été violée. Par contre, est-ce qu'on peut faire un procès pour expliquer que tous les gens qui ont encouragé les mecs autour sont un peu coupables aussi, quoi. » Exactement. Parce que les mecs qui applaudissent, qui disent vas-y, fais. Bref, une scène horrible qui vient d'ailleurs dans la toute dernière partie du film. C'est là où le film est quand même ultra dur. C'est-à-dire que c'est à cause de ça tout le temps. Et puis la scène vient à la fin, c'est très difficile à regarder. Franchement, j'en ai un peu chié. Et du coup, c'est l'idée, ok, il y a eu un violeur, mais du coup, qui est co-responsable aussi, des violeurs, ouais. Oui, voilà. Et donc, bref, un grand film, encore une fois, très très familial. C'était vraiment un thème très léger. On est dans le léger, dans le thème 2. Voilà, c'est-à-dire, on s'aime, la vie est belle, et puis les hommes ne sont pas des bâtards. Donc, on arrive à l'extrait numéro 9, du coup. On était sur Des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur, film donc qu'on avait déjà passé dans notre tout premier blind test dans la catégorie les mecs qui gueulent. Et on l'avait appelé d'ailleurs. Je me suis souvenu qu'on l'avait appelé dans le médiéval, personne ne vous entend crier. Exactement, parce qu'on aime. Parce qu'on est tellement subtil. Voilà, Jack Nicholson, Tom Cruise et gros spoil pour l'extrait. J'espère que ceux qui n'ont pas vu le film pardonneront. Donc voilà, film de 92. Voilà, 92. On arrive à l'extrait numéro 10, donc c'était Sleepers de Barry Levinson. Sleepers, ouais, alors c'était le fameux dont je t'avais dit que non, mais regarde juste le début, après tu vas te coucher, puis bon, le film te happe. C'est ce genre de film, c'est horrible parce que tu dis ouais, mais non, regarde le début, puis tu pars quand tu veux, mais en fait tu peux pas. C'est le genre de film où
tout de suite t'es dedans parce que les personnages sont bien développés, parce que l'histoire est bien faite, parce que c'est bien filmé, parce que c'est prenant et parce que tu rentres dans l'histoire directement et tu te mets à la place au départ de ces gamins et puis du contexte qui est pas forcément très évident à l'époque. Non. Donc, Alors après, je trouve que c'est un film plus efficace que réussi, c'est-à-dire que ça marche. Mais voilà, enfin, l'histoire des gamins et tout ça, c'est très. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, et là, malheureusement, tu me l'avais dit, ça bien pêche un sûr, peu de la hein. comparaison. Alors, on peut aimer l'un et l'autre. Hein. Je suis d'accord, mais après, c'est tellement plus que ça, je pense que ça fait un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais c'est tellement appuyé. Vraiment, les clins d'œil, il faut les assumer aussi. Et du coup, c'est vrai que le film est. Qui te dit que c'est pas assumé? Parce que c'est pas aussi bon et c'est normal, on peut pas faire aussi bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Bref, le film est quand même super, je vous le conseille. Moi, c'est plus efficace que parfait, ça je voulais dire quoi. Mais alors, ça reste un bon film. Hein. Dustin Hoffman, encore une fois, hein, qui était toujours dans les bons coups. De toute façon. Ensuite, on est au extrait numéro 11. Ah, qu'on a rajouté en dernière minute, encore un de ces autres films dont tu as regardé le premier quart d'heure et t'es resté 2 heures de plus. Ah, ça m'énerve ça. Voilà, c'était donc Peur Primal avec Richard Gere de Grigory Oblit. Encore une fois, désolé, hein, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, Grigory Oblit. Bon putain de film dont on dira pas plus. Hein, pour laisser le plaisir aux gens. Allez le voir. Clairement, le meilleur film de Richard Gere. En fait, ça change un peu de voir un Richard Gere pas naïf en fait. Moi j'en avais marre au bout d'un moment d'avoir un espèce de Richard Gere naïf, genre piou tralala, voilà que j'arrive. Puis il a une tête en plus ça se discute, de mec. Si est naïf ou pas. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire dans ce côté qu'il expressif, arrive. C'est plus expressif le problème avec lui quoi. Il y a quand même des scènes quand vous verrez le film, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez bien. Il y a quelques moments un peu importants dans le film. Regardez bien comment il essaie de mimer la réaction, mais soit troublé, soit content. C'est hallucinant quoi, il n'y a rien qui bouge. Mais je te jure, c'est hallucinant. Quand j'ai revu le film, il y a une scène très très importante. Regardez sa gueule à ce moment-là. Je comprends pas qu'on puisse dire. Je sais pas, il a abusé du botox, hein, peut-être, on ne sait pas. Mais non, il a toujours été comme ça. Alors après, il faut quand même pas oublier American Gigolo qui est super. Et puis pour ceux qui connaissent le film de Mike Nichols, Affaires privées, j'ai dit Nichols ou Figgis ? J'ai un doute. T'as dit Nichols ? J'ai dit Nichols. Putain, c'est. Oh la vache. Pardon, excusez-moi. Non, c'est Mike Figgis, désolé. Et bref, où il joue le rôle d'un flic véreux. Et ça, c'est dit dès le début, face à Andy Garcia, qui lui est le flic bien sous tout rapport, mais qui a aussi ses petits problèmes. Et en fait, Richard Gere est génial là-dedans, quoi. Mike Figgis, encore une fois, désolé, pas Mike Nichols. Ouais. Oui. Extrait numéro 12, on est sur un film absolument incroyable et fabuleux, Menteur, de Tom Shadyac. C'était un enfer à regarder, en fait. T'exagères un peu. Non, mais parce que moi j'aime bien. J'aime bien ce côté théâtral en fait de notre cher acteur préféré de tous les temps. Jim Carrey, pour ceux qui n'ont pas compris. Et j'aime bien ce côté théâtral où tout ressort par le visage, il y a énormément de mimiques, énormément de tout ça. Et malheureusement, voilà, et en fait, on voit déjà là que voilà, qu'il est tombé que là-dedans et qu'il fait que ça et que il fera rien d'autre. Et puis voilà quoi. Non, c'est pas vrai qu'il fera rien d'autre. Ah non, t'as Truman Show derrière, t'as oui, Sunshine of the Spotless Mind. Ok, t'en as combien ? Tu vas m'en citer quoi ? 2 ? Quelques-uns, mais je m'en fous, c'est toujours mieux que d'autres. Hein. Je veux dire, toujours mieux que Seth Rogen, c'est pour toi Colin. Mais non, le truc on voit que c'est un film qui est fait à son honneur, tu vois, juste pour lui. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs dans le générique, lui, on voit toutes les espèces de bloopers, comme on dit, tu sais, le côté merde, il a fait une gaffe, il a fait trop rire les autres, ils arrivent tellement pas à jouer. Enfin, on sent bien que c'est un peu. On voit aussi notre chère et tendre Jennifer Tilly qui fait la gueule limite à la fin en disant c'est bon, je joue avec Jim Carrey, c'est cool, mais j'en ai rien à taper. C'est une catastrophe, Jennifer Tilly, parce que la vérité c'est que si elle avait pas eu une forte poitrine, elle aurait jamais fait de cinéma. Quoi. Ouais, mais je suis bien triste parce que moi j'adore cette actrice, je l'adore. Ouais, mais bon, quand même, j'aime la voir comme tout le monde, hein, mais sans déconner, finalement, le seul film correct qu'elle ait jamais fait, c'est Bound. Ah, j'en étais sûre que ça allait dire Bound. Bah oui, Bound, c'est un vrai film. Mais oui, mais on est d'accord, mais moi je suis désolée, la fiancée de Chucky, moi je dis oui. Quoi. Alors, ok, la fiancée de Chucky, je veux bien. Je suis désolée, mais oui, quoi, évidemment, quoi. Et je sais pas, là, cette voix qui est reconnaissable entre toutes, quoi. J'espère que vous avez reconnu sa voix. Elle a une voix agaçante de ouf, mais elle est géniale, j'adore. Ok, bon, voilà. Extrait numéro 13, des gens l'ont trouvé. Et ça, vous imaginez, j'ai envie de vous donner de l'argent, ma collection de DVD, ma voiture. N'importe quoi, tu le feras jamais. C'était Révélation, ou The Insider de Michael Mann, film qui fait en 99, donc 4 ans je crois.
je sais pas de conneries, après Hit, avec Pacino à nouveau, et puis putain, tout le monde a oublié ce fucking film qui est en fait pour moi peut-être le meilleur de son réal. Hein. J'adore Hit, mais putain, révélation, c'est hallucinant. C'est avec Russell Crowe, c'est l'histoire d'un mec qui travaillait dans l'industrie du tabac, qui en fait est viré. Et il se fait approcher par le mec de 50 Minutes, le journaliste d'investigation de l'époque aux États-Unis, qui en gros comprend que là, il y a un problème dans l'industrie du tabac, c'est qu'en fait, ils ajoutent des additifs, des additifs, pardon, qui rendent addictifs. En fait, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Voilà, en plus du tabac, on rajoute des choses pour que les nicotines prennent mieux. Et donc, en fait, c'est un vrai procès qui a eu lieu. Hein. C'est pour ça l'extrait ne se passe pas dans un procès, mais c'est un vrai truc qui s'est passé. Et en fait, la question, c'est est-ce que Pacino, le journaliste d'investigation, peut utiliser le civil lambda comme Russell Crowe contre lui-même pour faire exploser un problème de santé nationale. Le film est à pleurer, mais je vous jure, putain, mais matez ce film, quoi. Enfin, bon, Insider, c'est... Mais toi, je sais que toi, t'as du mal aussi, mais c'est... Enfin bref, Michael Mann, quoi. Enfin, la bonne époque, hein. C'est hallucinant. Il y a Christopher Plummer qui joue dedans aussi. Enfin, c'est génial. Bref, matez The Insider, 99. Extrait numéro 14, nous sommes à Ghost of Mars. Ghost of Mars de John Carpenter. Alors je sais que Colin en particulier m'a dit qu'il n'avait pas trouvé le Carpenter. Alors j'avais dit qu'il y en avait un. Ouais. Ça permettait de sortir un film méconnu et pas bon, hein, on peut le dire. Hein. C'est pas génial Ghost of Mars, mais... Pas mauvais. On n'est pas loin, hein. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc que j'aime bien dans ce film quand même. Je sais pas pourquoi. Alors déjà, il y a Jason Statham avec un peu de cheveux. Je crois que c'est pas ça que j'aime bien. Il y a Pam Grier dedans, qui était ressuscité par Tarantino et Jackie Brown. C'est vrai, ouais. Le film est, faut être honnête, il est un peu moisi, mais je pense toujours à Nicolas Saada qui avait participé au documentaire sur Carpenter qui s'appelle Big John, où il dit qu'à un moment les films de Carpenter ils font la gueule. Ah oui, et à un moment, c'est vrai que ça fait un peu la gueule. Ouais. Mais le film est sympa, il n'y a pas de problème. Hein. Le problème, c'est qu'il y a Ice Cube dedans. Ice Cube, quoi. Mais c'était quand même l'époque où il y avait beaucoup de rappeurs qui sûr, faisaient des petits rôles au cinéma. Grosse année 90 pour les rappeurs. J'ai maté avant-hier Deep Cover avec Larry Fishburne et puis Jeff Goldblum où la BO est faite par Snoop Dogg. Quoi. Exactement. On montre des gens se défoncer au crack et puis intoxiquer leurs gosses et tout. Puis derrière, t'as Snoop Dogg qui fait le malin. Enfin, c'est chaud. Hein. On va quand même revoir un petit peu la responsabilité du gangsta rap dans ce genre de choses, sans faire le réac. Il y a quand même des choses à dire, à mon avis. Ouais, mais c'était les années des rappeurs. Hein. Il y a eu pas mal de films aussi sur les vampires avec je sais plus quel rappeur là. Pareil, un film dans ces années-là où j'étais mort de rire de le retrouver. Je me demande pas si c'est pas Ice-T d'ailleurs. Ah bah de toute façon là c'est un peu. Je suis en train de me poser la question. Je crois que c'est lui. Je dois l'avoir en plus dans mes films de merde là. Ghost of Mars, c'est un peu la queue de comète de la période où les gangsters rappeurs qui partent tous, qui se droguent et machin, qui ont plein de fric, sont des rockstars. C'est un peu la queue de comète et c'est la queue de comète de la carrière de Carpenter aussi pour moult raisons sur lesquelles je reviendrai pas. Mais le mec, son problème c'est le timing. Hein. Ça a toujours été ça. Bon, le 15, on a été sympa cette fois-ci. On a été super sympa. Parce que vu que le film est en 2 parties et que je me suis pas retapé les deux. On a dit que si vous aviez mis Mesrine, voilà, si vous avez mis Mérine, on dit, je crois. Oui, pardon, Mérine, première ou deuxième partie. En fait, c'était la deuxième partie là. Voilà, donc tous ceux qui ont mis Mérine et Richer, hein, ils ont bon. Hein. Voilà, ouais, parce il y avait eu quoi c'est pas. Il y a l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1. Techniquement, c'est l'ennemi public numéro 1. Voilà. Et en fait, beaucoup avaient mis l'instinct de mort, mais on a bien compris que vous saviez que c'était Mérine. Ouais, c'est un diptyque, mais en même temps, ça fait une. Là, on a été sympa. D'habitude, on est chiant. On est souvent chiant. Damien, si c'est pas Terminator 3. Jamais je verrai Terminator 3. Jamais. Quoi qu'avec le recul, c'est pas Terminator c'est pas le 2. Voilà, mais là, on a été sympa. On s'est dit, ouais, bon, c'est le même film en 2 parties. Voilà, allez, ça marche. Alors, par contre, est-ce que quelqu'un a trouvé le numéro 16 ? Je suis pas sûr. Ah, je vais te dire. Alors, le numéro 16, c'était un film un documentaire qui s'appelle Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron. En fait, c'est un. Alors, j'essaie de le résumer rapidement, histoire qu'on ne traîne pas trop. En fait, c'est un faux procès fait avec de vraies personnes. En gros, le problème, c'est que dans la ville de Cleveland, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur maison parce qu'ils ont été mis à la porte parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs dettes. C'est suite au subprime, chose qu'avait mis The Big Short bien en évidence. Donc il y a des gens qui ont perdu leur baraque à cause de tout ça. Et Cleveland a fait un procès, la ville de Cleveland a fait un procès contre Wall Street en disant que leur manigance boursière et compagnie ont mis des gens à la porte. Parce qu'il y avait des quartiers qui se dépeuplaient avec des gens qui se retrouvaient à la rue comme des cons, alors que là, ils étaient endettés jusqu'à la gueule. Personne. Voilà.
Personne l'a trouvé. Non. Et en fait, du coup, vu que ce procès n'a jamais eu lieu, qu'ils n'ont jamais pu s'exprimer, les gens de Cleveland, ils ont fait un faux procès avec des vrais personnages, des gens qui ont vraiment perdu leur baraque, avec un vrai avocat, un vrai juge, un vrai jury. Et en fait, ils ont filmé ce procès en disant ok, on n'aura pas le vrai, mais nous on va le filmer comme s'il existait et on va le mettre en image. C'est bouleversant. L'extrait que j'avais mis, c'est un flic en fait dont le boulot était de sortir des gens de leur maison, y compris des vieilles. C'est ce qu'il raconte à un moment, qu'il sortait une fille qui pouvait être une femme qui pouvait être sa grand-mère, quoi, sans qu'elle ait quoi que ce soit comme recours. Le documentaire est génial. Et enfin bon, c'est troublant et c'est vraiment une alternative à The Big Short que vous avez certainement tous vu. Mais évidemment, ça n'a rien donné tout ça. C'était voilà, c'est comme faire le procès auquel vous n'avez pas eu droit. Ouais, après c'était aussi le verdict de fin qui finalement très proche de la réalité, quoi. Donc c'est ça qui est ouf aussi. C'est ça. Bon, le film rend un peu fou, hein, parce que encore une fois, c'est un documentaire. C'est du coup champ contre champ. Il n'y a pas tellement de choses à voir, mais il y a beaucoup de choses à entendre. C'est vraiment troublant et ça montre en fait que voilà, la finance a foutu ces pauvres gens dehors et c'est des quartiers qui se dépeuplent, hein. Et comment une ville elle fait pour lutter contre ça ou pas, parce que des gens au bout de l'État ou dans 4 États voisins ont décidé que tu vas sortir de chez toi, quoi. Ouais, et puis bon, c'est quand même aussi des sujets qui sont horribles parce que bon, nous on a moins ce genre de problème en France, mais quand même, parce que quand on voit toutes les pubs, justement, t'en parlais tout à l'heure, mais de toutes les espèces d'entreprises là qui font des rachats de crédit, ce genre de choses, qui viennent toquer chez toi, qui appellent et surtout ils font bien attention de savoir que tu es seul, que tu es désemparé, que tu es un peu vieux, etc. Moi dans ma famille je l'ai vécu, hein, pour la peine, où une de mes grands-tantes s'était endettée et les gens sont venus toquer chez elle et elle avait 3-4 rachats de crédit avec des taux, mais elle s'est endettée en fait, voilà. Et t'en sors pas en fait, parce qu'une fois qu'elle était décédée, tous ces crédits ils sont encore là et puis c'est à la famille de gérer ça et c'était un enfer. L'aberration là derrière, c'est qu'ils disent ok, vous avez du mal à payer votre crédit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire emprunter de l'argent avec le double de taux, c'est-à-dire que vous avez du mal à rembourser un truc à 7%, on vous prête de l'argent à 15 quoi. À 15. Et ça c'est un truc, c'est Cofidis, hein, c'est saloperie qu'on entendait avant. On est en train de partir dans un truc un peu politique, oh mon dieu. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs de la vie de tous les jours. Voilà. On est dans une période en plus où c'est pas évident, on sait très bien que notre niveau de vie, que nos revenus, etc., ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait justement dans les années 90-2000. Et là, on se retrouve dans des périodes qui sont difficiles et il y a toujours ces espèces de vautours qui sont là. Et c'est ça le pire, c'est-à-dire que dans ta banque, tu es incapable de faire un prêt, incapable d'avoir des trucs parce que pour eux, tu es en surendettement. Mais par contre, toutes ces autres petites entreprises sont très ravies parce qu'elles se disent on s'en fout que tu sois en surendettement, quoi. Tant que tu nous payes nos crédits à 15%, on est gagnant, même si tu le fais que 3 mois, quoi. Donc, c'est un peu l'enfer, ces trucs-là. Donc voilà, Cleveland contre Wall Street résume extrêmement bien ça dans une bourgade particulière où ça s'est vraiment vraiment passé, quoi. Extrait numéro 17 qui continue dans la joyeuseté. Ah oui, on est dans la joyeuseté. Alors encore une fois, là on part dans des digressions, j'espère qu'on vous saoule pas trop, hein, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de mater ces films-là, parce que le procès, fatalement, c'est pas que de la rigolade à la Jim Carrey, il y a vraiment des vrais trucs. C'était donc 17, tu l'as dit, Dark Waters de Todd Haynes, hein, sorti donc l'année dernière, hein, c'est ça. Film que je trouve qui pallie un peu la comparaison, qui pâtit un petit peu la comparaison avec Révélation, mais bon, ça va. Bon, ça dit, il y a quand même Mark Ruffalo. Voilà. On aime. Ah, Mark Ruffalo, Marc, comme je sais que tu nous écoutes, voilà. On t'aime. Voilà. Non, mais le film, moi j'aime beaucoup ce genre de film en fait, où c'est vraiment la passion d'un homme. On en parlait en plus il y a pas longtemps, mais des fois il suffit d'une personne, j'arrête pas de le dire, mais d'une personne vraiment qui a un bon fond, qui est une bonne personne et qui est prête à faire les choses à fond et de faire passer son message, etc., hein, que ce soit là au niveau de la justice ou que ce soit dans d'autres choses comme l'environnement, etc. Et des fois ça fait changer les choses et surtout c'est des personnes qui vont jusqu'au bout, quoi. Et il faut le faire, hein, c'est hyper important parce que sinon ok, mais c'est au principe oui, mais le film il y a mais le film il finit là-dessus, quoi. C'est que le mec il s'arrête pas.
Non, le mec s'arrête Tu jamais. vois, et Ça donc, va et être- donc c'est ça, En c'est fait, le c'est mec, ce qui non, marche jusqu'au super- bout, je peux le faire. Ce qui Allez, je marche le vachement fais. bien dans Dark Water, c'est un effet tout con, c'est-à-dire qu'il te met les dates. Mhm. Tu fais putain, mais il y a eu 2 ans entre ce qu'il a fait avant Oh, et ce qu'il y c'est a des maintenant. trucs de ouf. Et ça, c'est très très efficace. Je trouve que le film manque un petit peu de relief, mais bon, ça c'est. Non, mais après, c'est chouette c'est parce mon que côté casse-couille. c'est sur un sujet sur l'environnement voilà, qui est assez Oui. grave quand même, et qui est le même en France, hein, mais dont on parle pas non plus parce que moi je bosse là-dedans, donc l'empoisonnement du sol, on est bien au courant de ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le mettre sur plein d'autres sujets, quoi. Que l'environnement, où on se rend compte qu'au niveau de la justice, au moment où il y a des gens qui mettent des choses en place et au moment où il y a un résultat, c'est hyper long, quoi. Hyper long. Donc on met des scènes de procès là qui durent pas longtemps, mais on se rend compte que des fois ça va prendre des années, quoi. Des dizaines d'années. Et Je au même- digresse. Hein. Oui, tu digresses à mort là, mais. Mais ouais, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce film en fait. Ouais, ouais. Mais alors, Tu par vois. contre, du coup, là, pendant qu'on discute, je reçois un mail de Bruno des Slashing Beauties qui dit j'espère que vous allez bien. Je voulais savoir si vous avez bien reçu mon mail pour le blind test numéro 10. Non. Eh ben oui, ça va, t'inquiète pas, on a tout pris en compte. Ouais, ça me faisait marrer qu'on reçoive ça à ce moment-là. Allez, extrait numéro 18, Le et donc 18, le dernier. alors voilà, donc mais que des anciens. Non, celui-là il est de 2020. C'est un film d'Aaron Sorkin qui s'appelle The Trial of the Chicago 7. Donc c'était quoi en français Je crois qu'il je a sais été plus. mis les 7 de Chicago. Les 7 de Chicago, ouais, c'est ça. Voilà, un film très intéressant historiquement, peut-être moins dans la forme, parce qu'Aaron Sorkin est quand même scénariste, dialoguiste de génie, mais quand même, c'est quand même mieux quand c'est Fincher qui s'en occupe derrière. Non, mais c'est vrai, le film est quand même un peu binaire, mais bon, cela dit, ça reste très bon et disponible sur Netflix, il me semble, encore maintenant. Voilà, bon, bref, alors, ça fait 1 heure qu'on cause, chérie, 1h10. Ouais, allez. Ça va aller plus vite pour la fin, on le sait. Ah ouais? Ah bon, d'accord. Non. Bah, du coup, on va faire une mini pause, toi et moi, puis moi, je vais me chercher une petite bidouze. Ouais. Alors, je fais juste un petit point de la deuxième partie. Et ben en fait, on pensait que ce serait une catastrophe complète, et en fait, pas du tout, puisqu'on a... Ah, mais quand même, moi, je pensais que le tome 2 serait plus difficile. Donc bref, la partie 2. Donc on a toujours les Slashing Beauties qui sont plutôt pas mal, les Nice Gremlins. Nous avons Jean-Christophe, nous avons les Messieurs Verdoux et Clément, plutôt pas trop mal. Hein, voilà. Oui, exactement. Donc très bonne deuxième partie. Et c'est dans la troisième que tout se donne. Ouais, j'ai remis un peu de zik parce qu'on a fait une petite pause. Ouais, pas mal, 1h10 quand même déjà. Voilà, on a fait plein de nos godets, on est prêt à vous retrouver. Là. Exactement. Donc nous arrivons à la manche numéro 3, qui était évidemment le thème de Noël. Alors encore une fois, aucun rapport, hein, parce que là c'est la BO de L'Entre-deux la folie de John Carpenter, mais parce qu'il n'y a jamais trop de Carpenter. Reconnaissance éternelle au bonhomme. Alors, thème de Noël, alors qui a marché Et ben finalement, pas si bien que ça. Je crois que c'est le thème qui a le moins marché chez tout le monde. Non, Je c'est te le jure. procès qui a été compliqué. Ah non, non. Ok, soit. Ah, je te jure. Quand je regarde les résultats, je crois que la meilleure note, c'est quoi? C'est 13 sur 15. Mais après, ça descend super vite, quoi. Ok. Alors, pour info, on va faire un peu notre promo personnelle sur laquelle on gagne absolument rien. On a une petite chaîne qui s'appelle The Mad Alex View. En fait, les trois premiers épisodes, deux premiers. Ouais. Le tout premier qu'on a fait, et si vous allez le voir donc sur The Mad Alex View, c'était soyez indulgents déjà, c'était le premier qu'on a fait, mais on a pris beaucoup de plaisir. Ouais, on s'était lancé dans un truc Ouais, mais c'était plutôt bien. chouette. Moi, j'aimerais bien qu'on le refasse parce que je trouvais ça sympa. Ouais, et c'était un truc sur les épisodes de Noël, enfin les films de Noël. Donc en gros, on avait recensé au moins 30 ou 40 films en s'attardant sur 3 films en particulier. Et les 3 étaient dans ce blind test. Hein, donc si vous nous suivez, normalement, vous les avez les 3 et malheureusement. Mais ce n'était pas un test. Quoique. Donc voilà. Presque. Et oui, bon, c'était plus les films entre guillemets. On voulait s'attarder sur les films anti-Noël parce que c'est vrai qu'on se fait bien des blagues avec Damien où moi je reste des heures et des plombes sur tous les films de Noël qu'il y a sur Netflix qui sont absolument dégueulasses. Moi d'ailleurs, je fais. Mais, Quand est-ce qu'on regarde Bad Santa? Mais voilà. Et donc du coup, on s'est fait plaisir. Donc on a fait un peu la même chose en fait. On n'a pas forcément visé des films de Noël, mais qui se passe à Noël, où il y a des instants magiques et incroyables. Commencer par l'extrait numéro 1. Qui n'a pas été trouvé finalement. Si, Ben l'a trouvé. Oui, mais qui n'a pas été trouvé par beaucoup, j'allais dire. Ah, pardon. Voilà.
Donc oui, en effet. C'était About a Boy pour un garçon Ouais. de Chris et Paul Weitz, qui sont deux frangins, qu'on remercie beaucoup plus pour ce film que pour American Pie, s'ils nous écoutent. Ouais, super film. Super moi, film, en j'adore fait, ce ouais. film. C'est pas vraiment un film de Noël, c'est une espèce de comédie romantique qui n'en est pas vraiment une. C'est le portrait Vous savez, ces films qu'on fait en France depuis 20 ans avec des quarantenaires dépressifs qui savent pas quoi foutre de leur vie, ben voilà, quand vous voyez comment c'est fait à l'anglaise, et ben ça donne ça. Au passage, la BO du film est composée par un chanteur qui s'appelle, dont le projet s'appelle Badly Drawn Boy, qui a écrit des chansons absolument incroyables pour le film. Il a fait toute la BO. Et à part une scène en fait où il y a une scène un peu tristoun, et en fait il voulait prendre une chanson de Bob Dylan, Ah oui. et quand Bob Dylan leur a dit le prix, il a fait non mais en fait on a un mec qui fait 90% du reste de l'Asie qu'on va lui demander d'en faire une. À la Bob Dylan. Voilà, et c'est une chanson qui s'appelle Minor Incident. Allez checker ça sur YouTube de Badly Drawn Boy, c'est à pleurer, c'est absolument fantastique. On est bien content de s'être passé de Bob Dylan pour cette occasion là en tout cas. C'est clair. J'ai rien contre Bob. Bob. L'extrait numéro 2, c'était La vie est belle de Frank Capra. Vrai film de Noël pour la peine, là, on n'a pas fait que dans le cynisme. Capra, donc, dont c'est le deuxième film, mais il fallait bien ça. Je veux dire, encore une fois, James Stewart. En fait, le vrai squatter, c'est James Stewart. Il fait quand même 3 films avec James Stewart. Ouais. J'avais pas fait gaffe. Qui a été trouvé, je crois. La Oui, Vie est belle. oui, majoritairement. Le troisième, c'était un film qui s'appelle Crazy de Jean-Marc Vallée. Film québécois, c'est pour ça qu'on disait c'est de la VF, mais Mais presque. on a un peu ricané là-dessus. Le film est merveilleux. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né à Noël et qui sont de toute façon différents dès le départ, et quoi qu'il se passe dans sa vie. Et comment tu fais, même si tu as une famille qui t'aime, pour comprendre que ils peuvent pas tout aimer chez toi et que toi non plus t'aimes pas tout chez toi-même. C'est superbe film. C'est rythmé par tous les Noëls et on voit comment ça se dégrade, comment ça se reconstruit. C'est superbe film. Extrait numéro 4. Oui. Eyes Wide Shut. Encore un petit Stanley Kubrick. Encore un cumulard dans le blind test, puisque c'est encore Kubrick et c'était Eyes Wide Shut. C'est beau. Ouais, alors Eyes Wide Shut, bon bref. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui pensent visiblement que Eyes Wide Shut il n'a pas été fait par Kubrick, blablabla, c'est pas vrai. Je veux dire, il a été fait à 90% et celui qui a fini le film c'était son homme de confiance. Donc bon, croire que c'est pas un film de Kubrick, c'est un peu se tromper. D'ailleurs, c'est pour moi c'est un de ses meilleurs de mon point de vue. Et donc c'est la scène de fin du film, donc où ils sont en train d'avouer leur péché, leur tentation. Ils sont en plein magasin avec plein de jouets de Noël, avec la gamine qui joue. On dit ah tu m'achètes ça maman, bah oui. Puis en même temps on regarde vite fait le prix avant de lui répondre. Et ils se demandent un peu ce qu'ils vont faire de leur couple. Et c'était cet extrait-là qu'on vous a mis. Finalement plein d'espoir pour la peine comparé au reste. Je te laisse annoncer le prochain. Ah là là, le film numéro 5, The Holiday, de Nancy Meyers. Donc c'est un film moi, que j'ai beaucoup aimé et que je pensais avoir en DVD et que je voulais me remater, qu'on a maté sur Netflix. Ouais. Et moi c'est un film que j'ai bien aimé parce que j'ai beaucoup aimé l'idée de ce que ça se passe dans deux villes différentes avec deux protagonistes différentes. Et sur un côté très sentimental et comment justement les relations sont vues. Alors il y a une partie où une des protagonistes est très forte, elle se bloque sur tout et voilà, elle a une armure du tonnerre, tandis que l'autre c'est une vraie patte qui est très romantique, etc. Et puis c'est le devenir de ces deux nanas. Et, chacune dans le pays de l'autre, quoi. Voilà, et moi j'ai vraiment bien aimé ce film, et Damien a dit que non. non, enfin voilà, j'étais content qu'on le regarde ensemble, j'adore aussi qu'on partage, mais franchement je l'ai détesté en tout point, à part Kate Winslet qui est cool et Jude Law qui est beau, mais sinon putain... Jude Law est magnifique dans ce... Oui, il est toujours magnifique, mais je veux dire, Cameron Diaz, je l'ai coupé dans l'extrait. Oui, parce que tu la supportes pas. Parce que c'est pas possible d'écouter pendant plus de 10 minutes. Et surtout, moi, ce que je déteste, et c'est le truc sur lequel on n'était pas d'accord, c'est que le film bafoue tout le conte de Noël que le cinéma américain a mis en place depuis 100 ans, et il va prendre un mec comme Eli Wallach, donc le truand dans La Brute et le truand, et putain, il l'utilise comme une espèce de vestige du Hollywood qui chérit parce qu'il mate, forcément il mate du Capra, il mate du Lubitsch, il mate des trucs, puis ils font genre on est tellement ancré dans cette génération là, c'est pas vrai, putain, faut faire un film derrière. Et toute la scène où Eli Wallach est consacré comme l'acteur auquel on rend hommage parce qu'on sait qu'Eli Wallach est sur la fin à l'époque, moi honnêtement ça m'a écœuré, quoi. Si tu veux te faire l'héritage de ce genre de film, il faut en avoir plus dans le froc, quoi. Et surtout, tu prends pas Jack Black. Oui, mais bon, après, moi je trouvais que la scène était réussie.
Toi, tu as dit pas du tout. Et en fait, Ça c'est purement moi, hein. Je dis pas que le film alors, forcément. moi, je trouvais que la scène était réussie justement parce que en fait, tout le film repose là-dessus, en fait, sur l'une des protagonistes qui est dans le cinéma actuel avec des bandes annonces qui pètent, avec des James trucs, Franco dans la bande-annonce qu'on vous a mis dans c'est l'extrait, clair. qui est quand même un des trucs les plus drôles du film. C'est clair. Et en fait, ce côté vraiment complètement désuet du cinéma actuel, on va dire, à gros budget, où il se passe rien, mais on vous joue tout dans la bande-annonce, comme ça vous connaissez le film et puis vous allez le voir. Et puis, justement, un monstre du cinéma oublié, qui vit sa vraie vie et qui partage encore son amour du cinéma. Et je sais pas, moi je trouvais ça assez séduisant. Peut-être que je suis passé à côté. Sachant mais en plus je pense... qu'il vit à côté de la nana qui fait du cinéma de merde au départ. Il y a Ouais, vraiment la mais maison à côté où elle s'est jamais c'est rendu pas- compte de qui était à côté de chez c'est pas elle. Quoi. utilisé dans le film, ça. Mais putain. en fait, c'est ça. On en utilise fait, l'image c'est- sans la respecter. Je déteste ça. C'est un truc de vautour, quoi. Ouais, je Pour pense moi, que hein. ce genre de film, le problème, Après, je c'est sais que je ils suis font un peu des- casse-couille. ils font des films d'1 heure et demie. Voilà, où à mon avis il y a plein de choses qui sont coupées aussi et puis qui sont pas mises et puis voilà. Mais je pense que voilà, c'est quand même voulu d'avoir ces deux côtés, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a deux pays différents, c'est pas pour rien qu'il y a deux Ouais. actrices différentes sur l'amour, c'est pas pour rien qu'il y a deux versions du cinéma, deux visions du cinéma. Et je sais pas, moi le film, moi je l'ai apprécié. Mais j'entends, je sais, il y a plein de gens qui adorent ce film. Et là où pas mal de gens voient un contexte, moi je vois un opportunisme. Après, voilà, ça c'est. Celui d'après, c'était un film qui fait donc partie des 3 qu'on avait fait dans notre épisode. C'est vrai, ça a l'air J'ai l'impression que c'était il y a 15 ans qu'on a fait ce Putain, truc. arrête. C'était The Ice Harvest. Alors en français, c'est Faux Amis. Ouais, Super pourri, en ça traduction. veut rien dire. De Harold Ramis, De Harold Ramis, qu'on adore tous. qu'on aime beaucoup. Qui a fait un petit film qui s'appelle Un jour sans fin, qui était acteur dans un film un peu plus on va dire discutable, mais Ghostbusters, un des essentiels scientifiques. Mais voilà, enfin bref. Film vraiment super. John Cusack, Billy Bob Thornton, Mm. et la femme de Lars Ulrich de Metallica, Ah oui, c'est vrai. qui joue la femme fatale. Le film, c'est bien, c'est de l'anti-Noël à la perfection. Mm. C'est un polar, encore une fois, qui se passe dans une unité de temps, de lieu. Enfin bref, regardez la vidéo, puis vous en saurez plus sur le film, on va pas s'étendre. Là-dessus. Le suivant, c'était Santa et compagnie de Ah, voilà. Alain Chabat. On nous a reproché le côté un peu trop anglophone de la troisième manche, et c'est vrai. Mais il y en avait quand même un qui était français. Voilà, on l'a quand même mis. Santa et compagnie, donc un dialogue entre Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Bon, Voilà. c'est comme très rare que Tant ça se passe qu'à mal. C'est clair. Film sympa. Oui, film sympa de Noël, mais sympa avec des blagues. Voilà, Alain Chabat, quoi. Voilà. En fait, j'arrive pas à savoir si le film est bien écrit ou si c'est juste parce que c'est Chabat qui débite les trucs. Et en fait, Mais je dis, ok, ça marche. Je pense en fait il y a une grosse partie de Chabat. Parce que en fait, dès qu'il apparaît à l'écran, on est content en fait. C'est con, mais. Non, mais je comprends tout à fait. En fait, j'appelle ça l'effet Burger Quiz. Ouais, C'est-à-dire on c'est était ça. tous fans de Burger Quiz, mais en fait, dès que c'est présenté par quelqu'un d'autre, on se dit, mais putain, est-ce que je serais pas mieux en train de me gratter le cul ou faire une randonnée par 4 mètres de neige, tu vois. Ouais, bon, Et puis d'un coup, quand Chabat réapparaît, tu fais, putain, mais c'est génial. C'est Chabat qui est génial, point. Hein. Extrait numéro 8. Qui était aussi dans notre premier Exactement, épisode de Mandalax. In Bruges. Voilà, Bon baiser de Bruges ou In Bruges de Martin McDonagh. Bon, voilà, avec Colin Farrell, Film Brendan incroyable. Gleeson, Ralph Fiennes, merveilleux film. Ouais. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est un peu accro à la ville de Bruges et Ouais. que chaque fois qu'on y retourne, on fait une espèce de pèlerinage De cinéphile. bon baiser de Bruges, ouais. On De a bon un peu baiser un de Bruges. problème avec ça. Mais, C'est pas loin, hein, vous êtes tous du coin de Nancy, c'est quoi? C'est 3-4 heures de bagnole, Ouais. Bruges. Voilà, enfin, si vous aimez le film, allez faire la ville en pensant au film, c'est merveilleux. C'est hein. clair, et en plus, voilà, C'est il y a juste dingue. tellement de quoi faire. Ouais, c'est bon, magnifique ville. Mm. Extrait numéro 9. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur de Charles Laughton, hein, qui était aussi un acteur. Mhm. J'ai mis la fin. La fin très très enjouée, très niaise finalement. Alors que le film n'est pas du tout. Alors que le film n'est pas du tout. C'est d'ailleurs le problème que j'ai avec le film, et je pense que je suis un peu tout seul là-dedans. Oui, Le parce changement qu'on de ton, est, moi, on me est, fait un peu de on mal. est- ouais, on n'est pas d'accord non plus là-dessus, sur ce film-là. Par contre, on est super d'accord sur le prochain, et je pense que tout le monde. Donc c'était Gremlins Ah, de Gremlins, Joe Joe Dante. Dante. Voilà, bref, bon, j'ai mis l'extrait en VF le plus déprimant du film, mais Ah, bon, ouais, quel ouais. putain de film, quoi. Enfin, bon. Moi, je me souviens que Inusable. Un ce des qui est préférés drôle, de Ben. c'est quand je revois cette scène, j'y crois pas du tout. Et je me souviens que quand j'étais petite, j'y croyais à fond. Et en fait, c'est caustique, quoi. C'est vraiment, c'est censé être un truc très sentimental, très. Je vous montre ma vie de pauvresse, de la mort de mon père. Et en fait,
ouais, je sais pas, il y a quelque chose de... T'as envie de rire en fait, et en même temps, tu peux pas trop, mais il est resté coincé, et puis il s'est décomposé, et on a senti l'odeur, et là t'es là, tu fais, non mais Ouais, vas-y non, dans ça va les très loin, détails. hein. Ça va très loin. Mais je pense que c'est un acte de foi de John Hamm de dire je vous ai offert un film de Noël, mais je suis pas dupe. Tu vois, il arrive vraiment à jouer sur les deux tableaux. Hein. Je trouve ça très oui, très fort. je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Ce film reste assez joyeux. Hein. L'extrait numéro 11, c'était le troisième film qu'on avait abordé dans cet épisode. Bad Santa. Bad Santa, évidemment, hein, de Terry Zwigoff. Le film qu'on regarde chaque Noël, après Noël. C'est vrai, en général, c'était mon film du 25 au soir, comme une espèce de côté un peu rebelle, ado Catharsis. à deux balles. Ouais, mais c'est vrai, bon, chacun gère Noël à sa façon. Moi, c'est aussi ma façon de le faire. Forcément, un Père Noël dégueulasse, pochetron. D'ailleurs, ils ont sorti le Bad Santa 2. Que je me refuse à voir. Que tu ne refuses de voir, que moi j'ai vu du coup. Ouais. Et ça reste Bad Santa, mais c'est vrai que voilà, c'est vu et revu, quoi. Ça apporte rien. Ça fait partie quoi. des films, ça devrait être des one shot, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On est assez d'accord. Tu sens que c'est pas qu'il y avait une idée de suite. C'est juste que comme ça a marché, il faut bien qu'on enchaîne. Non, mais c'est ça. Et ça se pue, ça pue tellement fort, ça sent à des 1000 km. Hein. Extrait numéro 12, incontournable évidemment. Die Hard. Voilà, Die Hard de John McTiernan évidemment. Hein. J'ai un peu fait le filou sur celui-là, puisque j'ai mis un extrait où il y a, c'est Sergent Powell je crois, donc le mec qui est dans sa ronde nocturne en train d'acheter de la bouffe pour sa femme enceinte, et puis qui reçoit un appel comme quoi il y a un problème. Pas loin, peut-être possiblement une fusillade, et j'ai laissé l'extrait en entier où on dit quand même Nakatomi Plaza. Je me suis dit allez. Et le petit accord qui allait bien avec oui, c'est à partir de ce moment-là, je pense que tout est. Mais voilà. Mais oui, mais du coup, voilà, j'ai pas mis Bruce Willis, mais c'était quand même Die Hard. Le numéro 13, encore un film français, Un conte de Noël, de Arnaud Desplechin. On dit Desplechin en théorie. Okay. Les gens disent Desplechin. Enfin bref, c'est Arnaud, quoi. Et film, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, fantastique, mais anti-Noël, mais en même temps. De ouf, en fait, anti-Noël de ouf, et en fait, ça se passe à Noël, et en fait, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est malade, Catherine Deneuve qui est malade, qui a besoin d'une transfusion de moelle épinière, ou je sais plus ce que c'est, et en gros elle est obligée de voir qui est compatible dans sa famille ou pas, et du coup, le mot compatible a un sens à la fois médical et psychologique, savoir avec au qui niveau je de la m'entends famille, ou pas, quoi. oui, voilà, et en fait on se rend compte que c'est une famille qui n'a de famille que le mot finalement, voilà. parce que il s'avait que le donneur compatible, c'est celui qui était le moins compatible avec la famille depuis le début. C'est ça. Voilà. C'est Mathieu Amalric. Enfin, le film est assez cruel, mais justement, il joue avec ça tout en parlant de vraies choses. Enfin, c'est quand même très très bon. Le numéro 14. Évidemment, le retour de Shane Black. Little Weapon. C'était L'Arme Fatale 1, donc évidemment. Richard Donner, comme quoi cette fois on a respecté le protocole. Il y a du Carpenter et de L'Arme Fatale. Voilà. Et le dernier. C'était mon allergie à Noël. Le dernier, c'était The Nice Guys. Et encore Shane Black, du coup, on a un peu enchaîné. Ouais, beaucoup. Shane Black à la fin, mais c'est pas grave. C'était bien parce qu'en plus, Nice Guys, ça se voit pas du tout que ça se passe à Noël à part la scène. Mais on sent que maintenant il est obligé de le faire. Mais moi, ça me plaît, quoi. Tu dis, mais mec, fais pas semblant, c'est parce qu'on est en Californie que c'est pas Noël, quoi. Et donc voilà, donc il y avait cette super scène entre Russell Crowe et Ryan Gosling, qui deviennent une espèce d'équipe de détectives, exactement comme dans le dernier Samaritain qui a ouvert ce blind test, où c'est aussi deux mecs que tout oppose qui deviennent copains et détectives associés. Et j'adore parce qu'il vient avec une espèce de dessin mode 70s où il a dessiné sa tronche et celle de Russell Crowe. Puis il lui dit merde, on dirait un peu que tu viens des Philippines. Ouais, c'est pas grave. Il fait mais c'est bien, depuis t'as picolé. Il fait ouais, je me sens trop bien. Bref, c'est super drôle. Et c'était donc le dernier extrait de notre blind test. Exactement. Alors, du coup, ce que vous attendez tous, les résultats, n'est-ce pas? Tintin, suspense. T'aurais dû mettre une musique de suspense, peut-être, non? Attends, je peux t'en trouver une. Ah là là. Alors, suspense, quoi. Bah oui. Ah, je sais, je l'ai. Ah. Suspense. C'est les résultats. Attention. Petit d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Les premiers. Non. Les premiers. Ah bon? Ah non. Ah bon, je crois qu'on disait les 3 premiers, non? Oui, on parle de 3. Allez, je commence par les 3. L'équipe en 3e position. Classique ultra dramatique. Au passage, c'est la zig de Way of the Gun. C'est ceux qui l'ont vu. The Nice Gremlins. Bravo les mecs.
avec un total de 32 sur 47. Ce qui est plutôt un putain de bon résultat. 47, c'est bien. Et ils sont malheureusement en 3e position, puisque le 2e, c'est Jean-Christophe, qui est aussi à 32 sur 47, mais qui a bardé sur les réalisateurs. On est à 32 sur 47, et pour les Nice Gremlins, on est à 22 sur 47, comme quoi, on vous le dit, mettez les réalisateurs. La première équipe... Magnifique, incroyable, fabuleux, suspense. Musique de Joe Kramer, putain de film de Christopher McQuarrie, pour ceux qui connaissent. Ben, je sais que tu connais. Les Slashing Beauties, qui ont fait, alors putain, c'est quoi leur 43 sur 47. Alors les mecs, abusé. Je ne sais pas, mais vous avez, je sais pas ce que vous prenez comme drogue, mais c'est incroyable, ça marche vraiment très très bien, quoi. Ouais, et en plus les mecs nous ont envoyé une photo de pendant qu'ils faisaient le blind test, et ils étaient en visio, et c'est trop bien, quoi. C'est vraiment, enfin, merci les mecs pour la photo, c'était bien fait. Voilà. Est-ce qu'on donne la suite bon, après les 3e dans l'ordre? Oui. Oh, c'est pas pour être... Allez, en 4e, nous avons Sylvain avec un score de 30 sur 47. Ensuite... Rappelons quand même que Jean-Christophe était seul, il a réussi à finir 2e. Ah bah mort. Pas mal, même les 5 mercenaires quand ils sont séparés. Là, il y a 2 équipes, deux équipes voilà, en première, en 3e position, mais après, donc Sylvain... 30-47, Geoffroy 27 sur 47, donc encore un homme seul. Geoffroy. Les messieurs Verdoux avec 24 sur 47. On n'en voulait pas pour Chaplin. Les Autobahn avec aussi 24 sur 47, mais un réalisateur en moins. Et oui, c'est dommage. Et oui, 12 sur 47 et 13 sur 47 pour les messieurs Verdoux. Et Isabelle et Clem avec 12 sur 47. Voilà. Écoutez, on vous remercie vraiment chaleureusement. Alors, pour être honnête, quand on prépare tout ça, c'est quand même au-delà du temps de visionnage de à peu près 50% des films qu'on passe là, c'est aussi beaucoup de temps à trouver le bon extrait, certains marchent pas, certains marchent. C'est bref, je pense qu'au-delà du visionnage, c'est à peu près pour moi c'est une dizaine d'heures, quoi. Ouais, même plus que ça, je pense, parce que tu passes quand même beaucoup de temps. Enfin là, je demande pas une médaille, mais c'est juste que des fois on se demande. Attention, il y a Joe Kramer qui cause. Voilà. Et en fait, des fois on se dit, bon, est-ce qu'on fait pas ça dans le vent? Et en fait, non. Bah non. Non, mais voilà, les retours, c'est mortel. Alors Clément, t'as pas mis dans le classement parce que malheureusement, on n'a que 2 manches sur 3. Mais Clément Amiri, c'est comme super dommage qu'on n'ait pas eu la 3e manche. Parce qu'on est à 24, on est à 24 points. Donc, sur 2 manches. Sur 2 manches, donc tu arrivais quand même pas mal. Il est bien fanatique, Clément. Je vois dans les discussions que j'ai avec lui. Tout ça pour dire que finalement, chaque fois quand on arrive au bout d'un blind test, je fais bon, maintenant je mets des films juste pour moi, ce que j'ai envie de mater, parce que mine de rien, même si c'est un truc qu'on fait avec grand plaisir, ça demande une certaine certaine contrainte, quoi. À un moment, tu dois décider que tu travailles que sur ça et puis pas sur le reste. Oui, donc ça fait 1 mois et demi qu'il me force à regarder des films de l'enfer, quoi. Alors au passage, je vous ai épargné Procès à Nuremberg ou Jugement à Nuremberg, pardon. Film de 3 heures sur tout ça, qui était génial. Non, qui était génial, mais je n'ai pas voulu le mettre parce qu'effectivement c'était trop sinistre. Puis, bon. Mais en fait, voilà, avoir toutes vos réponses et voir comment vous avez participé, en fait, je suis en train de cogiter au prochain. J'en étais sûr, déjà. Bien sûr. Mais tu as d'autres choses à faire. Non. Et au passage, je salue mes potes de Vanishing Point en podcast de ciné qu'on fait. Je vous conseille d'aller écouter avec Ben et Franck qui étaient donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on peut dire, oui. Surtout que le prochain numéro c'est avec le réalisateur de Balles perdues, Guillaume Pierret. Donc voilà, si vous voulez écouter ça, merci pour le soutien, partagez, écoutez, vous aimez pas, dites-le nous en tout cas. Allez voir nos vidéos qu'on a fait avec Julie. Ouais. La deuxième vidéo c'était sur Cruising de Friedkin qu'on a évoqué. Qui était plutôt cool aussi. Qui était incroyable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? On a fait le tour, on est pas mal. T'as fait ta petite pub. Non, mais c'est de la pub. Moi j'ai dit que tu travaillais vraiment beaucoup sur le cinéma tout le temps. On est pas mal. Ouais. Si, en fait, c'est ça que je voulais dire. Si. Du coup, moi j'ai très envie de me remettre de suite en selle pour un prochain blind test, vu que si tout se passe bien, on pourrait faire le prochain ensemble au médiéval. Ouais, ce serait bien. Si tout se passe bien. Ouais, enfin bon, on va attendre. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de m'y mettre dès maintenant parce que en fait, on les commence jamais trop tôt. Donc, je vous invite à faire une chose, c'est sur la même adresse mail, inthecutassociation@gmail.com.
Envoyez des idées de thèmes Ouais, exactement. en vrac. Tout ce que vous avez envie de nous imposer pour voir si on le fait ou on le fait pas. Peut-être qu'on prendra 1, 2, voire tous les sujets. Ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, Pourquoi ça peut pas être prendre cool, 3 sujets que vous avez décidés. Donc balancez vos idées. Hein. Il y a des idées à la con. Ouais. On en a dis-moi. déjà pas mal. Hein. Il y a 10 blind tests. Donc vous n'hésitez Ouais. pas à revoir un peu tout ce qui a été fait. Moi, Et ça puis, fait 30 thèmes qu'on a trouvé. Ouais. Donc ouais, n'hésitez pas. Et puis, Un thème sur la cuisine au cinéma. mais c'est pas vrai, tu vas revenir avec ça. Hein. Évidemment. Ok. Pourquoi pas hein. Voilà, si vous voulez. Hein. Il y aura que des films coréens. Voilà, avec des mecs qui mangent des ramen. avec des VF introuvables. Et puis moi, je vais m'arracher les cheveux pour l'entretien en disant c'est comme Mais j'en ai l'enfer. déjà plein. Hein, Et toi, tu feras putain, les ramen, c'est quand même trop bon quoi. Mais évidemment. On vous embrasse, on vous souhaite de bonnes fêtes. On est donc passez là, de bonnes fêtes. on est le 21, je crois. Exactement. Je vais essayer de le mettre en C'est ligne pour le 22. Bon Saint-Yule, comme on dit. Hein. Pardon comment Mais on dit ça oui, c'est le Saint-Yule, donc c'est la journée la plus courte de l'année. Ah, c'est vrai. Voilà, avant qu'on reparte. Enfin, on est dans le dark. Non, mais justement, On est c'est-à-dire dans le qu'après, dark. on va gagner Et un peu après, de... on revient dans Meilleur la moment. lumière, quoi. C'est quand ça. on retrouve un peu de jour. C'est le Yule. Voilà, on vous souhaite de très bonnes fêtes. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, de toute façon, on prépare un nouveau blind test. Envoyez vos suggestions. Et dans 2 Exactement. mois, que ce soit à distance ou en vrai, on vous en offre un autre. Quoi. Merci pour vos messages de soutien. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, bisous. Ciao. Ça tourne toujours, chérie. Et vers le moment où tu as dit que je sais pas servir une bière. Si c'est ça leur idée d'un réveillon de Noël, je me demande ce qu'ils feront au jour de l'an.